voilà. I feel fine. Bon alors, que s'est-il passé cette semaine pour vous? La plus grande actu, quand même, c'est vous, Thierry, cette semaine. Pourquoi? Il y a quand même la sortie de votre biographie. Ah, en oui. bonne faillotte, je l'ai lu. Et j'ai découvert un truc incroyable. Apparemment, vous avez un foie en or, ou plutôt de l'or dans votre foie. C'est quoi ce délire? C'est que j'ai eu une hépatite C qui est guérie. Ensuite, évidemment, quand on a le foie cirrhosé, il y a des carcinomes qui peuvent apparaître sur le foie. Et à ce moment-là, il faut les brûler avec une radiofréquence. Un cyberknife, ça s'appelle. C'est un robot. Et pour que le cyberknife vise bien, on vous met de l'or dans le foie autour du carcinome. Ah ouais? Donc c'est le manège à bijoux en bas chez vous? Voilà, chez moi, j'ai le foie en or. Voilà. Et à chaque fois... Je pense que tu ne devrais pas le dire, parce qu'un jour, un soir, une nuit, Ouais. dans Paris, tu Je risques vais de me te faire faire agresser par les dépecer. Tu vas mecs. te faire Ouais, c'est ça, dépecer. En même temps, le foie que j'ai, ils peuvent le prendre. On peut pas avoir une musique pour Thierry Ier? Ah oui, Un truc de Oui, monarchiste. la Wasser Musique de Handel, par exemple. Ah, bien, Emma. C'est bien, Emma. Bravo. Elle est bonne. Et voilà, on commence avec les unes de la semaine. On commence avec vous, alors. Ouais. Triste mercredi soir. Ouais, mais merci l'OM. Ouais. Tu fais rêver les gens. Imaginez ce Ils ont fait rêver les gens qu'était l'OM. jusqu'au Non, 1er je sais pas. Vous vous souvenez de ce qu'était l'OM il y a un an? Oui. Quand McCourt l'a repris avec Oui. Hérault et puis Ouais. Garcia? Ouais. C'était rien. Ouais. Bon, c'est l'histoire de Pagnol, qui va certainement en reprise à Mark Twain. C'est tout le monde disait que c'était impossible. Ouais. Est arrivé un fada qui ne le savait pas, Et et, qui l'a il l'a fait. fait. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Alors après, ça a peut-être monté trop vite. Et là, bon, c'est clair que, de toute façon, quand on n'a pas Griezmann dans son équipe, hein, parce que c'est quand même un marqueur incroyable, quoi. C'est le gratteur de ballon, voilà, c'était extraordinaire. C'était un festival Griezmann. C'est tragique. Après, ça ne change rien parce que l'OM est en train de ressusciter comme Marseille, comme la Provence. Raquel, c'est quoi votre une de la semaine? C'est les événements à Gaza. Une, c'est Gaza, la lutte à mort. Lundi 14 mai, c'était un jour important en Israël, puisque c'était les 70 ans de la création de l'État d'Israël. Ouais. Jour de fête, commémoration d'un moment historique, toute l'humanité qui finalement trouve un point d'atterrissage digne pour les Juifs du monde entier après la Shoah. Ce même événement, la création de l'État d'Israël, il est perçu côté palestinien d'une autre façon, comme une catastrophe. Donc ce même événement, chaque année, la commémoration de la création de l'État d'Israël, donne lieu à des festivités en Israël et donne lieu, côté palestinien, à des manifestations de désapprobation, de tristesse, de nostalgie, de révolte, tout ce que vous voulez. Cette année, donc, ça fait 6 semaines que côté gazaoui, à Gaza, c'est une bande au sud d'Israël, une enclave en fait, qui est enfermée depuis que, il y a 10 ans, ils se sont dotés d'un gouvernement Hamas, qui est un groupement islamiste, extrémiste, terroriste, qui préconise la destruction de l'État d'Israël. Donc, ils sont dans un blocus. Et là, pendant 6 semaines, ils ont pris la décision, les Gazaouis, de faire ce qu'on appelait la marche du grand retour. Ouais. Donc, c'est une action de masse. C'est quoi, 10 000, 20 000, 30 000? C'est énorme à l'échelle de la population gazaoui, puisque les Gazaouis sont 1,8 million. Donc, c'est clairement pas les méthodes traditionnelles du Hamas, qui sont des méthodes terroristes classiques, les roquettes, etc. Là, c'est des manifs. Des manifs avec, effectivement, on l'a vu, des mamans, des enfants, des vieillards, tout le monde. Et cette manif, elle a comme objectif d'aller se rapprocher de la frontière. Il y a une no man's land de 300 mètres entre la frontière d'Israël et Gaza. Et ça fait 6 semaines qu'à chaque fois, chaque semaine, quand les Gazaouis s'approchent de cette frontière, la riposte d'Israël, c'est de tirer. Quitte à tuer des personnes qui ne sont pas armées. Et là, lundi 14 mai, il y a eu plus de 50 morts, dont, je crois, 8 enfants. Alors, bien sûr, l'État d'Israël défend depuis très longtemps cette idée qu'il doit y avoir un droit à la légitime défense préventif. C'est-à-dire que s'il y a une menace, il faut pouvoir utiliser les armes, y compris en territoire qui n'est pas territoire israélien. Mais même cette notion, qui est parfaitement contestable au plan du droit international, elle doit avoir une certaine forme de justification. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une menace imminente, il faut qu'il y ait une agression armée.
Et là, ce n'est pas le cas. Bien sûr que du côté des Gaza, il y a des violents. C'est une évidence, personne ne nie ça. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde, puisque là, en l'occurrence, pour une fois, ce sont des actions de masse type manif qui sont préconisées. Mais tout le monde se pose la question, comment se fait-il que lorsque un jeune accroche un produit incendiaire à un cerf-volant, le lance pour que ce cerf-volant franchisse la frontière, comment ça se fait qu'on ne peut pas tirer, par exemple, sur le cerf-volant? Pourquoi est-ce qu'il faut tirer sur l'adolescent? Comment se fait-il qu'on ne peut pas, avoir assez de discernement pour comprendre que de tuer comme ça, c'est-à-dire cette politique du massacre, qu'elle ne va pas amener la paix, qu'elle va amener des générations et des générations de vindictes. Comment ne pas le comprendre? Très bien. Non, mais attends. Donc voilà, donc juste pour dire que du point de vue de la France, je pense que c'est important que nous gardions à l'esprit des notions de justice, d'humanité, de droit à la vie. Et c'est aussi ça qui fait que nous, les Français, nous apportons notre petite contribution à la paix mondiale et aussi à la paix chez nous. Merci. Bon. Alors, Raquel, je ressens aussi les choses comme toi. C'est-à-dire, quand tu vois des enfants se faire tuer, tu sens la même chose. Simplement, tu as dit quelque chose avec lequel je suis absolument pas d'accord. Tu as dit que ce sont des méthodes qu'ils n'utilisent jamais. Au contraire, c'est ça qu'Hamas a toujours fait. C'est une organisation terroriste, qui a dit d'ailleurs, tu as dit justement, qui prône la destruction d'Israël tout le temps, en permanence, qui est composée de bras cassés, il faut bien dire les choses, et qui sont très impopulaires aujourd'hui en Palestine, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de se refaire une santé. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ce qu'ils font toujours. On met les civils d'abord, et on essaye d'organiser un massacre. C'est une opération de com'. C'est de la grosse manip. Et évidemment, ils voulaient un maximum de morts. Et comme tu le sais d'ailleurs, 50 morts sur tous les morts qu'il y a eu, ce sont des membres du Hamas. Donc, ils ont fait l'attentat suicide, comme ils ont toujours fait, etc. Et ce qu'on peut reprocher aux Israéliens, c'est de s'être laissés piéger, bien entendu. Mais c'est un piège qui leur a été tendu. Et c'est sûr que ça aurait été mieux de traiter ça au canon à eau, etc. Et moi, je suis comme toi, je ressens... Évidemment, on souffre en regardant ça, c'est juste atroce. Mais en même temps, ils l'ont voulu. Ils ont fait ça tout le temps. Ils ne cessent de faire ça, des attentats partout, et surtout des attentats suicides. Et ils se servent des populations civiles partout. C'est ce qu'ils font, comme Daesh, comme toutes les organisations terroristes. Mais de toute manière, le Hamas a gagné haut la main la guerre médiatique, comme toujours. Mercredi dernier, l'AFP, que je ne sache pas, vendu à Sion, a produit le témoignage de Salah Bardawil, qui est l'un des plus hauts responsables du Hamas, et qui reconnaît que parmi les 60 victimes, tu as 50 membres du Hamas, organisation terroriste. Ajoute ça, les deux types du djihad islamique, on arrive à 52, pardon pour cette comptabilité mordide, mais on en est là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce que tu dis, Raquel, la manifestation en question, elle n'avait pas pour projet de s'approcher de la frontière, elle avait pour projet avéré de franchir la frontière, alors que 300 mètres plus loin, tu as les premières habitations juives. Or, moi, je veux bien qu'on joue les stratèges de salon en disant qu'on ne peut pas faire ci, on aurait pu faire ça, on aurait pu tirer sur les cerfs-volants, mais on ne joue pas comme ça. Donc, en vérité, Israël était piégé dans le cadre d'une, finalement, alternative diabolique, ou bien ils étaient contraints sans doute de tirer et ils ont perdu la bataille médiatique, ou bien ils laissaient passer les gens et ils avaient des dizaines de morts de l'autre côté. Et les Israéliens, depuis toujours, ils préfèrent perdre les batailles médiatiques plutôt que de compter leurs morts. Voilà la réalité. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Tu es en train de nous parler d'une problématique médiatique, alors que nous sommes en train de parler d'une problématique c'était le sujet, non? Géopolitique. Ah bon, c'était pas le sujet. Et il me semble que la solution ne passera que par le renoncement des faire Palestiniens au droit au retour et par le démantèlement des colonies du côté d'Israël. Sur ce plan-là, nous pouvons nous accorder. Des deux côtés. Sur ce plan-là, nous pouvons nous accorder. Mais tant que l'Europe... Non, mais sur ça, ce point-là, ça nous pouvons nous passera accorder. aussi le jour, parce que ça c'est très important, où les Palestiniens auront des représentants dignes de ce nom. Entre ça, les corrompus, les hystériques, les fous, trop facile. les Palestiniens, pas, c'est les un gens grand en face, peuple. Non mais attends, laisse-moi terminer, moi je connais ce on choisit peuple pas. par cœur. Les Palestiniens, c'est un grand peuple. Il a eu des grands écrivains, des grands auteurs. Bon, souvent ils sont exilés. C'est l'élite du Proche-Orient. C'est l'élite du Proche-Orient, bien entendu. Elle ne mérite pas ça. Il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis. Bien. Oui, hélas. Hélas. C'est ça le problème. Absatou, c'est à vous. Dis donc, Ouais, c'est chaud là. c'est chaud.
C'est bien qu'on puisse aborder ce sujet. C'est parfait, hein. c'est parfait. Je trouve ça très bien, bien évidemment. Moi, je vais vous parler de l'enfer amazonien. Et quand je parle d'amazonien, je parle évidemment d'Amazon, cette société qui fait un chiffre d'affaires absolument colossal. Son patron, Jeff Bezos, est l'homme le plus riche au monde aujourd'hui, avec une fortune personnelle estimée à 100 milliards. C'est absolument colossal, voilà. Ce sont des chiffres incroyables. Moi, je suis chef d'entreprise d'une toute petite société. Et ma philosophie, c'est de se dire qu'un patron, il n'y arrive pas sans ses salariés. Et les salariés ont besoin aussi de leur patron. C'est pas un affrontement, c'est un bateau où on est tous ensemble, il coule, on coule ensemble, et il marche, tout le monde marche ensemble. Amazon, aujourd'hui, en est à traiter ses salariés avec un irrespect total. Ça veut dire que sous prétexte de productivité, sous prétexte d'avoir des résultats encore meilleurs, je vois pas jusqu'où ils vont aller chercher, mais c'est absolument incroyable. Ils ont d'abord, le 7 février, initié un truc incroyable, le bracelet électronique dans l'entreprise. Le bracelet électronique, ils ont réussi à faire valider leur brevet qui permet de suivre les employés à la trace. Les salariés aujourd'hui, parce qu'ils ont peur que leur pause pipi soit déduite de leur salaire, font pipi dans des bouteilles chez Amazon UK. Amazon UK. Voilà. Donc c'est juste aberrant. Ils en sont à ne pas prendre le risque de boire pour devoir aller aux toilettes. Je vous assure, c'est une situation délirante, mais tout à fait réelle. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est... C'est plus de la maltraitance, je crois que c'est au-delà. C'est quand le salarié il est tellement en stress. C'est un peu d'esclavage. C'est une forme d'esclavage. Donc moi, je suis pas pour ces entreprises-là. Je suis pas pour cette façon de faire. Il y a de très belles librairies autour de chez nous. Il y a des très beaux commerces qui vendent la même chose qu'Amazon. En tout cas, on peut pas continuer à cautionner cela parce qu'en fait, c'est tout notre argent qui permet à ces gens de gagner énormément d'argent et donc d'être affamés encore et encore après l'argent et donc de traiter ces gens, ces salariés, ces humains comme des merdes. Bravo. Gilles William. Cahuzac, prison, pas si ferme. Bah, à vous dire le vrai, le châtiment judiciaire qui a été infligé à M. Cahuzac, à savoir 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, inspire aux citoyens avocats qui vous parlent des sentiments mélangés. D'abord, je le confesse, même si c'est pas très sexy, aujourd'hui, j'ai toujours un peu plus d'indulgence envers la délinquance d'argent plutôt que la délinquance violente. Je préfère défendre des pieds noirs qui plantent une banque, je parle des Indiens bien entendu, plutôt que des Apaches qui la braquent. Je suis comme ça, moi. Bon, toujours est-il que c'est certain qu'il ne fera jamais de prison parce que je pense que son avocat pourra aménager sa peine. Je rends hommage... C'est pour ça qu'ils lui ont mis 4 ans, c'est parce que 4 ans, c'est aménageable. Ça n'est pas seulement pour cela. Parce que, pardon de vous le dire, c'est quand même une peine extrêmement sévère. Ah bon ? Mais bien sûr, compte tenu de la jurisprudence en la matière, 4 ans de tôle, donc 2 ans de ferme pour un délinquant primaire comme M. Cahuzac, c'est très cher payé. La réalité, elle est là. Et quand bien même l'affaire a été surmédiatisée, c'est quand même très cher payé. C'est ainsi. Oui. Je n'y peux rien. Oui. Et j'avoue que je suis un peu irrité lorsque, justement, j'entends, en principe, les gens qui sont contre la prison, qui considèrent que ça n'est pas dissuasif, que c'est l'école du crime, sauf pour les délinquants au col blanc. Donc, au départ, j'ai tendance à être plutôt irrité. Sauf que moi, ce que je ne pardonne pas à M. Cahuzac, c'est pas d'avoir fraudé, c'est même pas d'avoir menti devant la France entière, parce que quand vous vous faites gauler avec le doigt dans le confiture, vous allez me dire ce que vous allez faire. Je sais, je suis pas dans le jugement. Mais il y a une chose que je pardonne pas. C'est que, alors même qu'il avait accepté d'être le ministre de nos impôts, il n'y avait pas un type plus impitoyable. Il voulait pas d'amnistie, il voulait rien. Il voulait faire rendre gorge aux fraudeurs fiscaux. Donc, alors, devant un tel cynisme politique, une telle schizophrénie médicale à entendre son psychiatre pour se payer notre fiole, alors là, je deviens un peu méchant. Donc, vous aurez compris que ça n'est pas tant le harpagon sur le léman que je réprouve, que plutôt ce tartuffe impénitent. Oh, que c'est bien! Oh, le harpagon sur le léman. Monia!
moi, j'aimerais vous parler d'un sujet tabou dans notre société. J'aimerais quand même vous parler de la sexualité des seniors. Alors là, je suis tombée cette semaine dans un article de The Guardian qui nous prouve que les vieux baisent. Et oui, je dis les vieux baisent parce qu'en fait, c'est important de mettre des mots forts et crus parce qu'il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que les personnes âgées ont une sexualité et elles ont droit à une sexualité. D'ailleurs, il y aura des témoignages dans l'émission. Oui, bien sûr. Sur la table, on va dans les voir quelques en vidéo. instants. Il y a des c'est sextape. moi, là. C'est la photo. Non, mais... Et moi, Il y a très peu d'études faites sur le sujet. La dernière est sortie cette semaine, ça vient de l'Université de Michigan, et on apprend que 76% des plus de 70 ans considèrent le sexe comme vital dans la vie à deux, donc ça c'est quand même rassurant. Et surtout, 40% des personnes âgées de 70 à 80 ans ont une sexualité active avec 1 à 2 rapports par semaine lorsqu'ils ont un partenaire. Moi j'ai envie d'applaudir, ça me rassure, je trouve ça génial. Et en plus de ça, les chiffres... Vive la retraite. Les chiffres pourraient être plus hauts si les personnes âgées étaient plus décomplexées. Parce que le problème, c'est que notre société a trop tendance à associer la sexualité des seniors à la perversité. D'ailleurs, je vous invite par exemple à aller sur Google et googliser sexualité vieux. Vous allez tomber sur des sites genre vieille en chaleur, vieux pervers, #mature. Non, mais ça prouve bien l'immaturité de notre société face à la sexualité des seniors, quoi. Et j'aimerais quand même finir sur 2 informations intéressantes. Alors, en Suisse, dans certains EHPAD, il y a 1 fois par semaine une visite d'un infirmier ou une infirmière / travailleuse du sexe qui est là pour aider les personnes âgées à mieux faire l'amour entre eux ou à les aider à se masturber ou avoir carrément un rapport tarifé parce que quand même faire l'amour ça permet de rester en bonne santé. Et autre information, c'est qu'aujourd'hui les EHPAD en France et les maisons de retraite tremblent parce qu'elles se préparent à un autre tsunami en dehors de ce qu'on a vu dans l'actu. Elles se préparent à recevoir les 68ards retraités. Parce que les 68ards retraités n'ont pas la même relation au corps et encore moins au sexe. Donc en fait, je peux vous dire que les maisons de retraite avec les 68ards, ça va plus être des chambres avec un lit single. Ça va être beaucoup, mais ça va être le wide. Des king size. Ça va être des king size. Donc on a hâte. Natacha. On va changer de sujet. Oui. Je voulais consacrer cette une au discours politique que j'ai entendu cette semaine après l'attentat au couteau qui a coûté la vie à un jeune homme de 29 ans dans Paris. Et la phrase qu'on a le plus entendue, c'est « le risque zéro n'existe pas ». Au point qu'on a l'impression que c'est devenu le nouvel élément de langage qu'on nous sert absolument à chaque fois. Et c'est vrai. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Mais le fait d'avancer cet argument en premier, c'est une façon de fermer la discussion. C'est une façon de dire, regardez, on a fait tout ce qu'on pouvait. Ouais. Alors maintenant, nous, on a nos gardes du corps, on a notre chauffeur, etc. Mais vous êtes dans la rue, vous pouvez vous faire trucider comme ça. Et un jeune homme de 29 ans peut crever sur un trottoir. Ouais. Voilà. Et c'est pas de notre faute, le risque zéro n'existe pas. Il y a même eu un député de La République En Marche qui a ajouté, oh, et puis vous savez, des attentats, hein, il y en a beaucoup aussi dans les autres pays. Super, formidable. Alors, il n'y a pas de solution facile. Ceux qui vous disent on va régler les problèmes, ce n'est pas vrai. En revanche, on peut peut-être quand même réfléchir à des choses qu'on pourrait améliorer, ne serait-ce que pour envoyer un message à ceux qui nous attaquent, que non, nous ne restons pas les bras ballants en nous disant que c'est la fatalité. Par exemple, sur les cas des ressortissants tchétchènes, les services de renseignement savent depuis des années qu'il y a une radicalisation très spécifique et que c'est un danger potentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a d'abord eu en Tchétchénie 2 guerres civiles et que ça a été un lieu de djihad. Et ensuite, il y a eu des départs massifs vers l'Irak et la Syrie de la part de ces ressortissants tchétchènes. Eh bien, par exemple, il y a eu 6 Tchétchènes qui sont passés devant un tribunal en 2016 pour avoir financé l'État islamique. En première instance, ils ont écopé donc d'une peine de prison et puis interdiction de séjour en France, donc obligation de quitter le territoire. Eh bien, en appel, l'interdiction de rester sur le territoire a été levée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un statut de réfugiés et que donc ils couraient des risques si on les renvoyait en Tchétchénie. Et ça,
ça relève quand même d'une naïveté absolument effarante et qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il faut avant tout défendre l'état de droit. La première décision de justice, elle relevait de l'état de droit. C'est donc que dans l'état de droit, on peut aussi décider que quelqu'un qui finance des gens qui veulent nous tuer n'a pas forcément vocation à rester sur notre territoire. C'est un simple exemple. Mais des décisions de ce genre, des choses qu'on pourrait faire et qui sont parfaitement dans l'état de droit, mais qui enverraient le message que non, on ne va pas laisser un jeune de 29 ans se faire égorger sur un trottoir, me semblerait pas mal, plutôt que de simplement terminer par « Oh, le risque zéro n'existe pas ». Ben voilà, Natacha. Et voilà, merci. C'était les unes de la semaine. Et maintenant, j'accueille notre invité fil rouge, le présentateur de JT préféré des Français, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, bonsoir. Merci. Je dois dire que l'accueil est meilleur que celui réservé à Alexis Corbière. Non, Corbière. Bon, Jean-Pierre, bienvenue parmi nous. Donc. Alors, avec Nathalie Marquet-Pernaut et Éric Leroc, vous avez écrit Régime présidentiel. Donc, c'est une pièce dans laquelle on retrouve votre femme, donc, et Philippe Rizzoli. Plus, vous présentez le journal de 13h sur TF1 du lundi au vendredi depuis 30 ans, j'imagine, non? 30 ans et quelques mois, Et quelques mois. Et tous les dimanches, vous êtes sur LCI à 13h10 pour le magazine Au cœur des régions. Voilà, on va en parler, mais d'abord, on va commencer avec un jeu. Un jeu destiné à mieux vous connaître. C'est le bio-quiz de l'invité. Alors, on se concentre. Quel métier Jean-Pierre Pernaut voulait-il faire quand il était enfant? Président de la République, prêtre, vétérinaire ou artisan sabotier? Vétérinaire. Président de la République. Prêtre. Artisan. Prêtre. Et vraiment, J'ai dû raconter ça une fois ou deux quand j'étais... dans Saga, le 14 juillet 2004. Ah, voilà. Quand j'étais gamin, je rêvais d'être curé. Et un jour, le curé de mon village s'est cassé une jambe et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop dangereux. J'ai changé. Laquelle de ces propositions concernant Jean-Pierre Pernaut est vraie? Il a embouti la voiture de son auto-école. Il a raté 2 fois son bac. Il est sorti avec la fille du proviseur de son lycée où il collectionne les sabots et les pipes en bois depuis l'enfance. Encore les sabots. Il a raté 2 fois son bac. Oui, il a raté 2 fois son bac. Ah bah, Oui, non, j'étais pas trop doué, mais à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Et c'est vrai que quand j'allais au cinéma aussi, j'avais pas trop le temps d'aller en cours. Et bêtement, j'ai raté la première fois le bac en 69, à une année près. Ah. Je l'avais. oui, alors les sabots, vous en entendez parler. Hein, je vous Oui, dis non, tout mais de ça suite. fait 2 fois déjà. Là, ça va faire plusieurs fois, hein, vous allez oui, voir. ah oui. Mais vous êtes blindé sur les sabots. Mais sur les sabots, oui, mais on Mais en c'est ce parle qui pas fait assez. votre succès tous les jours. Moi, je regrette de ne pas en avoir parlé. Le dernier sujet sur les sabots en France a été diffusé par le journal de France 2 à 13h. Mais, Et je m'en veux Il vous terriblement. copie. Bah oui, il vous Je m'en veux copie. terriblement Bah, de il faut l'avoir comme raté, celui-là. En quoi roulait Jean-Pierre Pernaut pour impressionner les filles quand il était jeune? En Alpine A110 Bleu France, en Giulietta Speeder Blanc Royal, en Spitfire Rouge Carmin ou en Solex Noir trafiqué? En Spitfire. Spitfire. Alors, elle n'était pas à moi, cette voiture-là. C'est la voiture d'un copain qui me prêtait de temps en temps. Ah oui, d'accord. Et ça marchait? Ça marchait bien, ouais. Ouais, ça va. On rigolait sur les petites routes. En 1998, quel surnom le magazine Télérama donne-t-il à Jean-Pierre Pernaut dans ses colonnes? Le simplet du JT, l'idole du village, le chrétien des Alpes ou Jean-Pierre Penaud? L'idole du village. Simplet. Bravo! Vous avez fait un papier formidable sur moi. L'idole du village. Le seul, d'ailleurs. Ouais, oui. Mais bon. Quelle image, chère à Jean-Pierre Pernaut, ce dernier diffuse-t-il tous les ans dans son JT depuis plus de 18 ans? Le premier amandier fleuri de France, le sauté de crêpes de la Chandeleur à Plougastel, la tente estivale des moutons picards
ou ces putains de grévistes qui empêchent les braves gens d'aller Tout. bosser? Premier Tout. Mouton Le Picard. premier abordier, La fête estivale. Ouais. Comment tu sais? Bah parce que c'est évident. Attends, on a une petite compile. Dans toute la France, il fait exceptionnellement doux. Près de Montpellier, par exemple, dans le village d'Assas, les amandiers sont en fleurs. Une autre tradition, en fait, c'est tout simplement un événement de saison. Depuis quelques jours, les amandiers sont en fleurs dans le Languedoc. Regardez comme ils sont beaux. Je voudrais quand même, pour une fois, commencer ce journal avec le printemps. Une image qui va vous remonter le moral peut-être. Les amandiers sont en fleurs dans les Pyrénées-Orientales, à Rivesaltes. Et pour nous quitter, on revoit quelques-unes de ces images d'amandiers en fleurs dans l'Aude. Ça permet de souhaiter la bienvenue à Léo et ça nous rappelle que le printemps arrivera bientôt. Cela dit, quand on reste longtemps dans un journal, on a l'occasion de parler plusieurs fois des C'est mêmes comme choses. quand on fait un talk show pendant des années, on reçoit Alors, les mêmes c'est- gens. Bah oui. Pour info, c'est toujours le même amandier. Ouais. C'est toujours le même journaliste qui Ah. me l'envoie. C'est Jean-François Garcia qui a pris sa retraite il y a quelques mois. Pendant 30 ans, c'était notre plaisanterie. Il fallait pas rater l'amandier. Et ben voilà. Quelle est la spécialité culinaire de Jean-Pierre Pernaut? La tourte picarde, le pot-au-feu, la blanquette de veau ou le couscous royal? La tourte picarde. Le pot-au-feu. Les trois, tout. Jean-Pierre Pernaut a déclaré Quand « J'ai toujours essayé d'être un mec normal, je fais les courses, je fais la cuisine, Mais c'est pas je un suis mec un normal. spécialiste du pot-au-feu. Bon, si. C'est pas un mec Pourquoi il est normal. pas normal Parce normal que je suis sûre qu'après toutes ces années de carrière, vous continuez à recevoir des 06 sans les demander et des petites culottes. J'en suis sûre. Des petites Ça arrive, culottes. mais ça m'empêche Bah pas oui, de je faire suis le sûre. marché et le pot-au-feu. Qu'est-ce que vous mettez dans le pot-au-feu? La Des petites macroneuse culottes. Quoi Ah, mais je ne sais pas, ça je demande au boucher de me filer de la viande. Alors il y a forcément de la macreuse, il y en a 3 ou 4. Bon, il y a des Pauvre légumes. bête. Enfin, pauvre bête. Oui, non, c'est la cuisson. Fais du- gaffe, Ils sont ça. végétariens, ici. Ici, c'est un nid vegan. C'est une émission. Dès qu'on dit qu'on mange de la viande, on se fait engueuler, hein, Natacha. Ouais, mais c'est idiot parce que c'est bon la viande. En 2009, qu'a trouvé Jean-Pierre Pernaut dans sa boîte aux lettres? Une petite culotte. non, Une pipe en bois avec ses initiales gravées dessus, une lettre manuscrite de Jean d'Ormesson le félicitant pour son travail, une balle de revolver 9 mm ou la petite culotte de René, une fan. La lettre de Jean Dormesson. La lettre de Jean d'Ormesson. Na. Non, une ouais, balle. c'est la pipe, alors. Une balle. Ah, oui. Ouais, il y a une balle. Oui, c'est arrivé une fois seulement. Et puis c'était Vous avez su qui c'était? un monsieur qui habitait dans le sud-est de la France et qui a été très vite retrouvé par les policiers. C'est Ah ouais. déplacé juste. Non, je sais pas, je l'ai jamais rencontré. Mais en plus, il Vous paraît que avez c'était eu un peur fan, mais que. Non. En octobre 2015, qu'est-il arrivé à Jean-Pierre Pernaut qui a dû interrompre la présentation du Trésor pendant un mois? Il a raté une marche de son escalier, il est tombé dans sa baignoire, il a glissé dans son jardin, il s'est pris les pieds dans le tapis avec ses sabots en Il bois. a raté une marche dans Des l'escalier. sabots. Mais il est tombé, Il est était tombé de la je me suis baignoire. tombé. J'étais au De la courant, bah alors baignoire. c'est la baignoire, alors de son jardin. Il est tombé dans son jardin. Dans son jardin. Mais le plus drôle, je crois que je l'ai jamais raconté. Pourquoi je suis tombé? Oui. Dans mon jardin. J'ai glissé sur un gland, c'est idiot. Hein. C'est le problème des partouzes. Ah non, mais le problème du gland, je connais très bien. À partir d'un certain âge, Ben voilà. il arrive qu'on Oui. glisse sur ses propres glands. Oui, il faut éviter. Non, c'était pas moi. J'adore. Bon, en tous les cas, votre premier arrêt de Quel travail prétentieux tu fais. en 42 ans de carrière, Ouais. c'est la première fois que vous vous arrêtiez. Ouais. C'était dur. Oui, c'était dur. Il y a eu 5 ou 6 opérations en un an. Ça a été dur d'arrêter parce que je suis Ah pas ouais. habitué, moi. Est-ce que vous aviez peur de perdre votre place ou pas? Non. Mais qui va lui piquer sa place? Bah non, c'est impossible. Il fait 50% de Mais part de sourire, marché. ça veut dire moi. Non, on n'est pas comme ça, TF1. On est. Quand même. Qui a remporté le bio-quiz, Ah, il y a eu Stéphane? plein de rumeurs. Dès que je suis parti 2 jours, il y a des rumeurs. C'est le champion Fogg. Bravo, mon Fogg. Il a déroulé toutes les réponses. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Jean-Pierre Pernaut. À tout de suite.
votre opinion ce soir face aux 7 mercenaires, Jean-Pierre Pernaut avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Alors, j'ai dû demander un peu d'argent de poche à tes parents. Elle avait déjà créé sa boîte. Abtsatoussi, c'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé. Cachemire Monniard, il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert, l'avocat qui se défend très bien lui-même. Gilles William Goldnadel et notre invité fil rouge, Jean-Pierre Pernaut. Alors Jean-Pierre, votre slogan, parce que tous les invités ont un slogan, votre slogan c'est « Il fait 50% de parts de marché, il a épousé une Miss France et il t'emmerde. » Et vous avez votre sampleur. Ouais. Mais voilà, j'habite en France, et la France c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent pas, c'est qu'il y a de quoi. C'est en France qu'il y a... Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Voilà. Et on commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Les 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Mais comme Jérém Star n'est pas là, c'est moi qui fais le 7e. 5 ans après le succès de votre première pièce, Piège à Matignon, vous revenez au théâtre, donc avec Régime présidentiel. C'est un vaudeville que vous co-signez avec votre épouse Nathalie Marquet-Pernaut et Éric Leroc. Est-ce que vous pouvez nous faire le pitch? C'est l'histoire toute simple d'une femme jeune, très ambitieuse, qui est mariée à un homme politique tranquille et qui rêve, elle, de conquérir le pouvoir en allant à l'Élysée. Donc elle est prête à toutes les trahisons, toutes les compromissions pour que son mari, Philippe Risoli, dans la pièce, arrive à l'Élysée. Est-ce qu'il est nymphomane, non? Ah, oui, carrément même. Vous l'avez oublié. Je l'avais oublié. C'est pour que les gens y aillent. Pour que les gens y aillent, mais oui, c'est sûr. Ça marche bien. Ça marche très bien et ma femme est super. C'est incroyable. Hein. C'est vous qui aurez dit quand même. Hein. Faites une carrière de dramaturge à la sortie. Non, mais non, c'est marrant. Quand j'ai lancé Piège à Matignon avec Nathalie, je la regardais sur scène, j'allais souvent la voir. Et j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert les coulisses, j'ai découvert la technique des comédiens, les comédiens qui se remettent en cause tous les jours. Ouais. Et voilà, ça m'a donné envie d'écrire cette pièce avec Nathalie. On s'est amusé, ça a cartonné pendant 5-6 ans. Et on a lancé Régime présidentiel. Et ça marche aussi bien. Oui, ça marche très bien. J'en profite, on sera la semaine prochaine, vendredi, à Mulhouse, chez ma femme. Elle était Miss France là-bas, au théâtre de la Cine, il est tellement beau. Natacha, vous avez une question pour Jean-Pierre? Oui, j'ai une question. Vous n'êtes pas seulement dramaturge, vous êtes aussi journaliste. Vous présentez un journal télévisé, on l'a dit, 50% de part d'audience. Non, vous exagérez un peu, j'ai laissé tout à l'heure. C'est 40. C'est 40 en fait. Non, mais je dis 50, mais c'est 40. Ça fait, oui, on peut arrondir. C'est une longévité faire chier qui France 2, n'existe pas en fait. en télévision. Et vous avez aussi créé le concours du plus beau marché de France, qui a été un succès. C'est-à-dire que pour 2018, c'est Sanary-sur-Mer qui a remporté le prix du plus beau marché de France. Il y a eu 3,8 millions de votants. Ça veut dire que c'est un plébiscite des Français. Ça veut dire qu'ils aiment qu'on leur parle des petits marchés, qu'on leur parle des amandiers qui fleurissent. Alors, ma question, elle est simple. Vous leur parlez du lien social, vous leur parlez de leur vie, de ce qu'ils aiment, de ce qui aussi les fait exister, de leur mémoire. Et quand on arrive dans le journalisme, quand on rencontre des journalistes, curieusement, il est de bon ton d'expliquer que ce que fait Jean-Pierre Pernaut, c'est limite pétainiste, mais vraiment pétainiste. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi. Bah, ça vient je sais pas, de gens qui croient que l'actualité ne se fait qu'à Paris et qu'on n'est pas pétainiste quand on est parisien et quand on s'intéresse aux régions, on est pétainiste. Enfin, c'est des gens stupides qui ne connaissent ni rien, ni à l'histoire, ni à la politique. Moi, je raconte la vie des gens. La vie des gens, le journal, il est national. On parle des régions, on a créé des réseaux de correspondants. Et puis, ce concours du plus beau marché de France, j'imaginais pas à quel point il y aurait un tel succès et un tel engouement dans toutes les régions. Les gens sont fiers de leur marché, sont fiers des produits qu'on y trouve. Et ce concours a très bien marché et on en fera un autre l'an prochain. Ce qui est incroyable avec Jean-Pierre Pernaut, c'est que vous avez succédé à Yves Mourouzi, qui arrivait à 13h bourré de coke, bourré de vodka et qui disait n'importe quoi. Non, je dis que c'est l'inverse de vous, Mourouzi, quand même. Ah oui, c'était l'inverse. Vous l'avez remplacé, puis voilà.
Il avait une réactivité sur l'actualité qui était extraordinaire. Il a inventé une télé moderne en étant le premier à sortir de son plateau. Il bouge tout le temps. Il bougeait tout le temps. Et puis après, bouger, c'est devenu un peu banal dans ces dernières années. Et quand on m'a demandé de le remplacer, c'était pour remonter un peu l'audience qui avait baissé, et pour faire un journal plus proche des gens, et plus proche des gens qui regardent la télé à cette heure-là. Ben voilà. C'est pas des gens qui habitent des très grandes villes. Natacha, merci pour votre question. Gilles, vous avez une question? Je veux rebondir sur la question de Natacha. C'est vrai que vous avez été souvent la risée des journalistes parisiens, mais maintenant qu'on a pris la mesure de ceux-ci et des soi-disant élites, est-ce que ça ne vous fait pas plaisir, du coup, d'être détesté par les cons? Je ne vais pas vous cacher que ça me fait immensément plaisir, mais bon, je ne peux pas vous le cacher. Mais il n'y a pas que des cons, il y a des gens qui ont des critiques, il y a des gens qui me critiquent, parfois on discute du journal, on peut toujours discuter, préférer un autre journal, etc. Mais il y a des gens, c'est vrai, il y a des cons, mais il y en a beaucoup qui sont passés, mais ils ne sont plus là, Dieu merci. Alors vous pourriez les identifier, les cons, parce qu'on dit toujours les cons, mais on veut savoir qui c'est. Non, ça m'intéresse pas. Ah oui. Non, vraiment, c'est vraiment... Des noms, des journaux. Ah non, ça m'intéresse pas du tout, non. Ah bon, c'est intéressant de savoir. Non, puis je dirais pas, parce qu'en plus, là, voilà, donc vous me donnez l'occasion de le dire, je supporte pas les émissions, on dit du mal des autres, donc je vais pas dire du mal des gens. Ah d'accord. Absatou. Jean-Pierre Pernaut. Oui. D'abord, je voudrais vous dire que je vous aime beaucoup et c'est pas être faillotte que de vous le dire. En fait, je suis très touchée parce que ma mère avait 2 rendez-vous télé. Ma mère ne parlait pas très bien français, elle ne comprenait pas tout, mais il y a 2 rendez-vous télé qu'elle ratait pas. C'était votre JT et Les Feux de l'amour. Ouais. Elle regardait. Voilà un compliment joliment poussé. Non, c'est un compliment parce qu'elle était toujours en face de vous pour regarder. Elle ne comprenait pas tout ce que vous disiez, mais elle était là et elle Vous regardait. savez qu'il y a plein de gens qui viennent de l'étranger qui me disent j'ai appris le français avec vous, grâce à vous, au 13h. En tout cas, je vous ai beaucoup vu dans mon salon. Alors. Et puis le public des Feux de l'amour, moi je regrette que les Feux de l'amour ne soient plus après le 13h, parce que c'est vrai que c'était un public... C'est logique. À l'époque, assez âgé. Et ce qui est drôle aujourd'hui, j'en profite pour le dire, c'est que le journal de 13h est le journal le plus jeune de France. Eh ouais. Par son public, Contrairement et ça scotche à ce tout le monde. C'est le journal le plus regardé de toute façon, parce qu'à 20h, personne ne vous bat non plus. Si, de temps en temps, quand même, un petit peu. Sur 20h TF1, si. 40% de part de marché. En part d'audience, non. En audience brute, oui. Le premier journal d'Europe, c'est le 20h, et moi, je suis juste derrière. Et voilà. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez quand même du pouvoir chez TF1, vous êtes, 40% de part de marché. Et il est syndicaliste en plus. Non mais incroyable. Comment Déteste. vous expliquez une chose que je ne comprends pas? Votre épouse, belle, Nathalie Marquet, magnifique, ancienne Miss France, elle rêve de faire Danse avec les stars. Vous auriez aimé la voir sur le parquet de Danse avec les stars. Moi, j'ai fait Danse avec les stars, j'ai pas 1% de votre pouvoir. Comment vous expliquez qu'avec le poids que vous avez chez TF1, vous n'ayez pas réussi à l'imposer dans Danse avec les stars, ou en tout cas à faire en sorte... Au contraire, c'est plus... Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui lui manque? Rien, je pense que c'est plutôt un handicap. Par exemple, je sais pas, je me souviens de la femme de Nonce Paolini qui était comédienne, du jour où il a été président de TF1, on ne l'a plus vue à l'antenne. C'est dommage, c'était une formidable comédienne, elle s'est lancée dans la chanson. Nathalie, du jour où elle m'a épousé, elle faisait plein de séries, télé, etc. Plus rien. La femme de Pernaut, il faut qu'elle travaille sur TF1, donc les autres chaînes veulent pas, et TF1 veut pas non plus, pour pas sembler là. Mais elle rêve de faire Danser avec les stars, c'est vrai, j'espère que ça sera l'an prochain, on Vous verra allez bien. réussir à l'imposer, dites-leur que sinon Mais vous je ne peux partez rien pas. imposer, Vous partez, moi. Vous partez et qu'ils perdent les 40%. Dites-leur. Dites-leur. Ah oui, c'est Mais pas elle con rêve de ça. le faire, elle le fera peut-être On un va jour, voir si vous j'espère. l'aimez vraiment. Ah, j'adore. C'est bien, c'est bien. Ah, j'adore. Ça va swinger chez les Pernaut. Alors, François-Olivier Gisbert, votre question à Jean-Pierre Pernaut. C'est très simple. Hein. Si les comptes ne vous aiment pas, comme vous dites, c'est parce que vous avez énormément de succès. Et alors, partout où Pernaut passe, le concurrent trépasse. J'aimerais qu'on parle un peu des pauvres journalistes qui sont pétés la gueule devant vous aux 13h de la 2. Mais il y en a 17, c'est incroyable, ça change tout le temps. Et ça marche jamais. On a oublié certains noms, d'ailleurs. Allons-y. Il y en a qui vous rappellent... oui, celui-là, vous vous rappelez, c'était Hervé Claude. Sagné. Ça va vite, mais ça, Henri Sagné. Bilalian. Je peux vous aider sur les noms. Patrick Chen. Oui. Rachid Arabe. Gérard. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont tous Bilalian passés à encore. 13h, oui. Voilà, Duquesne, Élise Lucet. Élise Lucet. Lui, je sais pas qui c'est. Nathanaël de Rinxan. Tout ça, ce sont les morts de Pernaut. Et comment vous pouvez dormir le soir? Non. Ça va, ils sont pas tous morts. Hein. La plupart, Ils sont pas morts. la plupart d'entre eux Si, sont il des y en bons a un qui est copains. mort, c'est Benoît Duquesne. Oui. Oui. Et La plupart d'entre eux sont des bons copains et on s'est toujours très bien entendu avec eux. Ah bah Mais ouais, c'est vrai oui, que le journal qu'on fait, qui était un journal volontairement axé sur les régions,
France 2 a mis des années et des années avant de comprendre que c'est peut-être ça qu'il fallait faire à une heure où il n'y a que les gens des régions qui regardent. Non, mais tout le monde s'y met, tout le monde s'intéresse aux régions maintenant. Je me souviens quand il y a une tempête de neige. Jamais les journaux de 20h ne parlaient d'une tempête de neige dans le sud-ouest ou ailleurs. Maintenant, il y a une petite tempête de neige avec 2 cm de neige. Les journaux de 20h, tous, ouvrent avec la neige dans le sud-ouest. Quelque part, je rigole. C'est ce qu'on appelle la pernotisation de l'information. Qu'est-ce qui fait Pernod, on a envie de savoir quand même, le week-end, par exemple? C'est quelqu'un qui va en province, en région, ou vous restez à Paris? Non, le week-end, je suis souvent je suis près de Paris, j'ai la chance d'avoir un jardin. Je jardine, je m'occupe de mes enfants, je fais du karting avec mon fils cadet, du sport automobile avec mon fils aîné. Voilà, et puis j'ai une vie normale, je fais le marché le dimanche matin. C'est un mec normal, en fait. Monia, une question. Oui. Bonjour Jean-Pierre. Alors, Laurent Ruquier a dit de vous, il vaut mieux des journalistes militants qui le montrent que quelqu'un comme Jean-Pierre Pernaut, qui est un journaliste militant qui le cache. Alors, ma question est simple, est-ce que vous êtes un journaliste militant qui le cache? Je ne sais pas. Alors, Ruquier, c'est un bon humoriste. Quand il parle de choses sérieuses, je comprends moins. Mais est-ce que vous êtes un journaliste militant? Non, je raconte la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est la seule différence avec d'autres. C'est pas mal. Ouais, mais... Je me permets de rebondir, parce que justement, vous nous dites non. Et pourtant, quand on épluche votre Facebook, comme l'a fait le site BuzzFeed, on se rend compte qu'on a 2 Jean-Pierre Pernaut. Vous voyez où je veux en venir. Il y a un Jean-Pierre Pernaut public, un Facebook public qui parle des marchés de France, et un Jean-Pierre Pernaut plus privé qui va liker ou poster des statuts ou bien des articles plus complotistes ou orientés politiquement. J'en viens. Par exemple, regardez. Ça m'a amusé quand j'ai vu ça, parce que je sais que quand on regarde le compte Facebook de quelqu'un sur quelques années, on peut tout mettre d'un côté ou tout mettre de l'autre. Alors on peut s'amuser à affliger en disant « Oh là là, il like des sites complètement... » Moi, quand un site dit quelque chose qui me plaît, je like. Je m'en fous de savoir quel est ce site. Contrairement à d'autres qui regardent d'abord qui dit quoi pour savoir si c'est bien ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vous donne l'occasion de les commenter. Moi, je m'en fous et je les emmerde, comme disait tout à l'heure Thierry, parce que quand je pense quelque chose, je le dis. Et voilà, donc je m'en fous de savoir de quel site. Mais justement, on va en profiter ensemble, on va commenter ensemble. Vous avez liké, par exemple, le 26 janvier 2016, un statut du journaliste Jean-Claude Bourré, que nous connaissons tous. Et là, par exemple, on voit le statut. Vous avez liké ce statut, c'est écrit « Migrants, pas seulement les femmes. Un des SDF dont je m'occupe me raconte que dans les foyers d'accueil, les migrants prennent toutes les bonnes places, ils sont nombreux, etc. etc. » Et vous, le 10 novembre 2016, dans votre JT du 13h, vous dites, et on l'avait vu tous, voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. Et alors, c'était pas vrai? Ce qui m'amuse dans cette obsession à entretenir quelque chose, on file une image à quelqu'un, vous vous rendez compte, il a osé mettre côte à côte une information sur des migrants et une information sur des SDF. Mais ces 2 informations étaient collées. Si j'avais parlé de football entre les 2, je n'aurais pas fait mon métier. Là, j'ai simplement fait mon métier de journaliste. Non, mais c'était plutôt subjectif. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous considérez vraiment que les SDF français sont moins bien logés que les migrants? Non, mais ce jour-là, dans l'information que j'ai donnée, nous avions un reportage sur des SDF et notamment la Croix-Rouge, des gens qui pleuraient parce que des SDF n'avaient plus de place. Je crois que c'était l'ouverture de la campagne d'hiver de la Croix-Rouge à Bourges, avec des gens qui pleuraient dans le reportage. Et c'était le jour de l'inauguration à Paris d'un centre tout neuf pour les migrants. Voilà, donc les gens qui pleuraient, je sors d'un reportage. Ça n'a strictement rien à voir, à votre avis. Je n'ai pas mis les gens en opposition, j'ai fait mon métier. Et après, c'est quoi votre métier, justement? Mon métier, c'est de raconter l'information, la vie telle qu'elle est, pas telle que vous voudriez qu'elle soit. Mais personne ne veut qu'elle soit. Les gens qui pleurent dans la rue, d'un côté ou de l'autre, quand des informations se recoupent dans un journal télévisé, si on ne les met pas côte à côte pour des raisons politiques, on ne fait pas son métier. Je voudrais juste dire une chose, c'est que ça fait maintenant 20 ou 30 ans que les journalistes orientent leur façon de faire leur métier à partir d'un critère. Est-ce que ça fait le jeu du Front National? C'est-à-dire qu'ils ont oublié que leur métier... la preuve, c'est que quand on se met à faire ça, et ben ça foire. Justement, ça fait monter le Front National parce que les journalistes ne parlent plus du réel, ils parlent de ce qui évitera de faire le jeu du réel. Mais là, je parle du réel. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Natacha. Par exemple, le 18 juillet, vous avez publié cet article-là.
qu'on voit, voilà. La France rurale est plus pauvre que les banlieues, mais on n'y brûle pas de voitures. C'est un article qui a été publié sur le site Média Presse Info. Ouais. Alors, je voulais vous le poser la question. Est-ce que vous savez qui se cache derrière Média Presse Info? Mais je m'en fous, j'en sais rien. Non, mais qui se cache derrière... Je ne sais pas. Non, mais c'est important, c'est important. Média Presse Info appartient à Civitas, qui est quand même une association catholique plutôt d'extrême droite. Donc, c'est important quand même, vous qui êtes journaliste. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire? La France rurale est plus pauvre que les banlieues, mais on n'y brûle pas de voitures. Mais là, on Qu'est-ce qu'il y a... Attendez, non. Expliquez-moi ce qu'il y a de mal à dire ça. Non. Si c'est Civitas, c'est Civitas. Bien sûr. Mais tout le monde pourrait le dire. Moi, ce que je veux dire, c'est que Jean-Pierre Pernaut est un journaliste, est un rédacteur en chef depuis des années, et que c'est très important aujourd'hui, nous tous, en tant que journalistes, de ne pas mettre en avant des fake news ou de ne pas mettre en avant des sites complotistes. Vous avez des gens qui disent des choses, parfois qui disent d'énormes conneries. Il y a des gens qui disent d'énormes conneries et des choses bien à côté. Ça, moi, j'ai rien à redire non plus. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut être grand journaliste comme vous et tomber dans le piège des sites complotistes et de la fake news. Mais si, parce que ceux-ci... Non, jamais j'aurais liké une fake news. Monia, tu sais que je t'adore. Oui. Mais on n'en peut plus de ce monde où la il y a des police de la tas de pensée. choses qu'on n'a plus le droit de dire. la police de la On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. Et merde, vous vous rendez compte de la société qu'on est en train d'inventer? Il faudra maintenant s'exprimer toujours en présence de son avocat. Tu permets 2 secondes? Il faudra toujours s'exprimer désormais en présence de son avocat, de son censeur, non, mais parce que de la personnalité qu'on a sur les réseaux sociaux... Libérons la parole. Alors, Raquel Garrido, est-ce que vous avez une question? Oui, contrairement à ce que certains pourraient penser, nous avons un point commun. C'est que nous aimons tous les deux les fêtes foraines et les forains. Oui, beaucoup. Vous avez été parrain de la Foire du Trône, de la Fête des Loges. Et il y a actuellement, en cours en France, vous l'avez, je crois, d'ailleurs traité dans certains de vos journaux, un phénomène qu'on constate dans les mairies, c'est que les forains sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce sont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, de saltimbanques, voilà, et de cracheurs de feu. Et on les écarte en ce moment. Au profit de qui? Soit des copains du maire, soit il y a des appels d'offres avec des grands groupes, etc. Bon, il y a eu le cas emblématique à Paris du jardin d'acclimatation. On se demande bien ce que Louis Vuitton, à Bernard Arnault, pourquoi est-ce qu'il veut animer des manèges, quand même, franchement. Mais c'est partout en France. Donc je voulais, en fait, votre avis, votre opinion sur ce phénomène en cours. J'ai pas d'opinion. Je sais qu'on relaie ce qui se passe assez souvent dans les reportages, avec des foires qui sont malheureusement éloignées des centres-villes, avec des forains qui ont plus de mal à attirer les gens. Vous savez, la fête, on ne fait pas assez la fête dans ce pays, et les fêtes foraines, c'est génial. Mais les villes ont tendance à vouloir, alors parfois il y a des problèmes de nuisance qu'on peut comprendre, de bruit le soir, la nuit, dans des boulevards où il y a beaucoup de gens qui habitent. Bon, on peut essayer de faire un peu moins de bruit parfois, mais les éloigner, ça les menace, et je suis d'accord avec vous. Effectivement. Écoutez, donc il est d'accord avec vous, il regrette que Bernard Arnault s'occupe des fêtes foraines. Non, pas forcément. Ça, je ne suis pas rentré dans le détail de cette chose-là. Mais je trouve ça un peu dommage que, c'est vrai, dans la région parisienne, les fêtes foraines sont en train de disparaître parce qu'on les embête, au moment où on va en ouvrir une grande avec M. Arnault, semble-t-il. Mais bon, je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde après. J'espère bien. Et du coup, pour vous remercier, alors vous savez, en ce moment, c'est la Foire du Trône. Et je sais qu'il y a une spécialité que vous affectionnez vraiment tout particulièrement, c'est le croustillon de Hollande, qui vient donc d'Amiens, et qu'on mange dans les fêtes. Et donc, je vous ai fait venir, direct de la Foire du Trône, les croustillons hollandais. Ça, c'est quand même génial. Qu'est-ce que c'est? Croustillant, c'est délicieux. C'est une petite pâte, une pâte à Très bon. Merci. Avec grand plaisir. Voilà, c'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. C'est bon, hein? C'est pas léger, mais c'est bon quand même. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies, et inversement, c'est le fake no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils enfin battre la prod? Le sujet de ce soir, c'est l'État a lancé des bureaux de poste ambulants dans les campagnes.
c'est vrai, c'est faux. C'est le fake no fake de la semaine. On regarde. Le vieux slogan « Bouger avec la Poste » n'a jamais aussi bien porté son nom. Pour se rapprocher de ses clients et lutter contre la désertification rurale, la Poste a transformé ses véhicules jaunes en camions ambulants. Voici le Post Truck. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Plus malin, il stationne chaque jour à des endroits stratégiques et dans les petits villages délaissés. Il propose tous les services classiques de la Poste en suivant les règles à la lettre. Comme ici, à Vaison-la-Romaine, où les habitants sont ravis d'être servis comme en agence. Le fait d'avoir le service qui vient à soi, c'est tout de suite beaucoup mieux, quoi. Ce nouveau concept séduit donc les usagers, mais pas seulement. Car il s'agit de faire revivre nos campagnes, mais aussi d'intervenir dans certains bureaux de poste saturés. En tant que facteur, on trouve que c'est une super initiative. On est complètement dans le cœur de notre métier, d'être au plus près des populations et d'être en contact avec notre clientèle. Tout roule pour ce service innovant qui satisfait déjà 25 départements et qui devrait couvrir tout le territoire d'ici la fin de l'année. Voilà, l'État a-t-il lancé des bureaux de poste ambulants dans les campagnes? Vous répondez le dernier, vous. On commence avec Natacha Polony. Je savais que ça tomberait sur moi. Ah oui, toujours. Fake, no fake. Et j'étais en train de me demander, écoutez, je sais que maintenant on demande à tous les les rares petits commerçants qui n'ont pas crevé de vendre les timbres, de faire bureau de poste, de faire agence bancaire, etc. Tout est mélangé. Ça a l'air tellement vrai que je vais dire faux. Excusez-moi de vous dire, c'est extrêmement féminin, ça, quand même. Hein. Oh non, non, c'est toujours Gilles William qui est tellement l'info que je dis que c'est vrai. Gilles William, alors il a les cheveux longs, Il est très mais il est féminin, Gilles William. Raquel. Non, c'est rien. Moi, je pense que c'est vrai. Ça correspond à la fois à une demande... Et elle va nous refaire de la politique. Et ça correspond aussi à des conséquences de l'austérité. Ils en ont enfermé tellement des postes. Attends, excuse-moi, t'as oublié, c'est la faute du capitalisme aussi. Oui, c'est quand même la faute du capitalisme. Et de Macron. Il faut le dire, faut le dire. Et des États-Unis également. Ouais. Voilà. Bah non, les gens sont attachés à leur facteur. Donc c'est vrai, ils en ont bien gros. raison. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je pense que c'est vrai, parce qu'on demande même maintenant aux postiers de rendre visite aux personnes âgées. Donc, je pense qu'ils sont en train de vraiment d'élargir. Oui, mais on demande vraiment à la Poste d'élargir. Ils sont en train de chercher du boulot au postier, parce qu'en fait, voilà. maintenant, il n'y a plus de... Donc, je pense que c'est vrai. Raquel, tu as raison de faire une analyse économique marxiste. Mais il faut les limiter à monsieur Stéphane Simon. Ce garçon-là, il est très gentil, il est pour le moindre frais. Donc, j'ai peine à croire qu'il ait affrété une flotte alors qu'elle n'existerait pas, raison pourquoi j'y crois. J'espère que c'est vrai. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, la Poste se modernise énormément. Ils ont lancé leur site internet où tu peux absolument tout faire de chez toi, envoyer ton recommandé et tout depuis un certain temps. Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ouais, je pense que c'est vrai. Bravo, chérie. Et je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez demander à Gilles William d'arrêter de m'appeler chérie? J'ai un chéri à la maison. C'est plus fort que moi. Mais comme si c'était limité. Ah oui, c'est limité chez moi. Ah bon? Ah oui, déjà. Alors, c'est vrai ou c'est faux, cette histoire? Écoute, moi, évidemment, je suis d'accord avec Absent. Ah, merci. Alors, c'est quoi? Une fois de plus. Jean-Pierre. Je pense que c'est faux. Je pense que ça n'existe pas encore, mais c'est une bonne Il idée. est trop fort. Ah, C'est mais- faux. Ouais. Et moi, je suis pas moi. Et ce serait une bonne idée, non, en fait. Ouais, c'est une bonne idée. En fait, le projet a été testé une seule fois Eh ben, et aussi, une fois de abandonné trop, c'est depuis bon. très longtemps. Bah donc, voilà. c'est vrai. Bien Donc sûr. c'est faux. Voilà. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre. C'est la France citoyenne par Natacha Polony. Alors, les produits du terroir sont-ils toujours du terroir? Avec la fausse charcuterie de Bayonne, Natacha, est-ce qu'on nous prend pour des jambons? On va d'abord commencer tout simplement par vous citer Kurnonski. Est-ce que vous savez qui était un Kurnonski? grand cuisinier, Kurnonski. Le prince des gastronomes. Bien sûr. Et que disait-il? Il disait que la gastronomie, la cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Eh bien, aujourd'hui, avec le capitalisme de consommation qui arrive à produire ce genre de choses, bah finalement, ce qui compte, c'est la marque. C'est l'image telle qu'elle est vendue par la publicité. Ouais. Alors, vous avez par exemple des olives. C'est beau les olives, c'est la Provence. C'est Nyon. comme les herbes de Provence. Bah, pas du tout. Ça vient d'Espagne, ça vient de Grèce. Vous avez des nougats, vous croyez à Montélimar. Rien du tout là non plus, ils viennent aussi de Hongrie. Donc, simplement, on a inventé un monde où les choses n'ont plus de lien avec leur nom.
le nom existe par lui-même et on peut l'utiliser comme on veut. C'est-à-dire qu'on exploite votre envie d'avoir de la vérité, d'avoir de l'authenticité, d'avoir du terroir, et on vous invente des produits qui n'ont plus rien à voir. Et on va vous emmener, justement, regarder un petit peu ce que ça donne en réalité. Là, c'est l'eau qui fait tout monter, là. Tout simplement de l'huile d'olive, l'oignon d'olive, de la soude caustique, tout ça mélangé avec un peu de sel et d'eau douce, ça fait une réaction chimique, ça fait une pâte. Voilà, c'est ça un savon de Marseille. Et fabriqué à Marseille. Bonjour. La seule différence là entre les savons et les parfums, ils sont tous fabriqués ici, savon de Marseille, d'accord. Les vrais de vrais, ils sont là, quoi. Oui. Ouais, mais c'est que des savons de Marseille faits ici aussi, ça. Hein. Ben oui. Ben oui. Ça, c'est un produit terroir. Le produit du terroir. Aujourd'hui, l'appellation savon de Marseille n'est pas protégée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque fait du savon et vend du savon peut estampiller savon de Marseille sur son produit. Des produits tels que ceux-ci, dans lesquels, petit à petit, on a rajouté des colorants, des parfums, des conservateurs, c'est-à-dire qu'on a dégradé considérablement l'image et la réputation du savon de Marseille, puisque ces gens-là, en fait, ne fabriquent pas du savon. Ils achètent une base de savon, alors que nous, on a conservé le processus traditionnel, c'est-à-dire qu'on crée la substance savon dans nos installations. Et elles sont faites ici? Elles sont faites ici? D'accord. Et elles sont du coin? Elles sont de Sifour. Ça fait partie de la région PACA. Peut-être que la mise en bouteille a été faite en Provence, parce qu'il y a écrit « fabriqué en France ». Mais si je lis ce qui est écrit en petit, mais quand même d'une façon non ambiguë sur l'étiquette, c'est un assemblage d'huile d'olive communautaire et non communautaire. Le problème, c'est surtout que les gens qui vont acheter ces huiles-là, ils vont les apporter chez eux. Et ils vont continuer à penser qu'il s'agit de produits de terroir. Dans sa tête, il va se dire « les producteurs français, ils vendent un produit bidon ». Le jambon de Bayonne artisanal, c'est le meilleur jambon du monde. Il y a tout l'amour du terroir, il y a la qualité, l'amour du métier des éleveurs qui nous font un bon cochon, qui prennent le temps de l'élever en plein air, nourri aux céréales. Et puis après, les passionnés qui vont le faire raffiner. Alors l'IGP va garantir une zone géographique de production du cochon qui va faire un quart de la France. L'IGP ne garantit pas les conditions d'élevage des animaux. Hein. Pour certains, ils verront le jour qu'une fois dans leur vie, le jour où ils iront à l'abattoir, ils seront élevés en cage, dans des cercles, nourris avec des farines, des compléments alimentaires. On va tabler sur des périodes de séchage, les réduire au minimum. 7 mois, pour moi, un jambon, c'est pas sec, c'est trop salé, ça n'a pas de couleur. Ceux-là, ils sont bien pour retourner où vous les avez pris. Hein. Voilà. On est dégoûtés. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que d'abord, bon, il y a certaines fraudes qui sont illégales et le problème, c'est que la répression des fraudes ne peut pas tout contrôler, d'abord parce qu'elle a été largement démantelée et qu'elle n'a plus assez d'agents, mais surtout, il y a, et on le voit bien avec le jambon de Bayonne, un problème dans la légalité. C'est-à-dire qu'on a inventé ces labels, vous avez vu IGP, Indication géographique protégée. Au départ, le premier label, c'était AOC, Appellation d'origine contrôlée. Ça a été créé par la République en 1935, justement pour garantir que les choses étaient bien ce qu'elles étaient censées être, qu'elles avaient le goût ou la forme qu'elles devaient avoir. On a commencé avec les vins, puis on a fait avec des fromages, puis avec différents autres produits. Et ensuite, eh bien, le problème, c'est qu'on en a oublié certains. Et par exemple, le jambon de Bayonne, quand il est passé en IGP, les industriels avaient déjà pris en main l'ensemble de la production. Et du coup, pour fâcher personne, eh bien, on a décidé qu'on pouvait faire du jambon de Bayonne, mais avec des cochons qui étaient, vous l'avez dit, à peu près sur un quart de la France. Donc,
au Pays Basque, par exemple, il y a des paysans basques qui se sont réunis pour faire un jambon qui soit un jambon véritablement authentique. Jean-Pierre, c'est pas parce que vous êtes là, Jean-Pierre. C'est que chaque semaine, on bouffe du jambon, des machins. Mais je vous apporte quelque chose, je vous explique. Regardez ça. Vous avez un jambon de Bayonne industriel, votre cochon n'a jamais vu le jour. Il est surtout nourri d'une façon que vous ne maîtrisez pas, c'est-à-dire avec du maïs OGM, des choses comme ça. Monsieur Pouzol, que vous avez vu, là, ce jambon vient de chez lui. C'est un jambon d'un label qui s'appelle Ibayona. En fait, ce sont des paysans basques qui se sont mis à contrôler, tout simplement. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont imposés des règles beaucoup plus strictes. Donc, ce cochon, il n'est jamais nourri avec des OGM. Il se promène dans la nature. Il est donc celui-là en semi-liberté. On attend évidemment 1 an que le jambon soit prêt. Vous avez un autre label qui est encore plus exigeant, qui est le porc Quintoa, où là, vous avez carrément des jambons qui sont faits avec des cochons de race spécifique du Pays Basque. Donc, vous voyez qu'il y a moyen de se réunir. Consommateur peut... Alors, c'est justement ça la question. Comment le consommateur peut faire la différence? Si vous allez chez Monsieur Pouzol, par exemple, lui, il vous explique, il vous fait la différence. Mais ces labels comme l'IGP ou l'AOP sont censés vous indiquer. Eh bien, prenez par exemple l'AOP Cantal. Vous connaissez tous le fromage Cantal. Eh bien, dans l'AOP Cantal, pour faire plaisir aux industriels, on a autorisé n'importe quelle race de vache et on a autorisé à produire du Cantal n'importe quand. Le Cantal, c'est un fromage au départ qui était fait de vaches salers qui broutaient de l'herbe d'alpage du 15 avril au 15 octobre et dans une certaine aire géographique. Voilà. Mais dans votre Cantal AOP, vous pouvez aussi avoir de la vache Primolstein, qui est une vache danoise qui est prise pour son rendement, nourrie avec du maïs d'ensilage OGM. Ensilage, ça veut dire qu'il est fermenté, dégueulasse, mais parce que c'est plus calorique. Et ce sera aussi Cantal AOP. Alors là, c'est pareil, il y a des petits paysans qui se sont réunis, qui ont fait le Salers, puis ensuite le Salers Tradition, où là, c'est vraiment la pureté du produit. Vous retrouvez ça, sauf qu'ils se font enquiquiner en permanence par l'administration. Eux, on les contrôle, etc. Alors que vous avez donc des produits industriels qui ont ces labels. Donc la question, c'est comment on évite de mentir aux consommateurs. La question, elle est là. Le consommateur est intelligent, c'est un citoyen, mais il faut lui donner la bonne information. Donc il faut la bonne étiquette, en fait. Voilà, il faut arrêter que les industriels manipulent des labels qui doivent garantir l'information. D'où le succès de plus en plus grand des marchés, où on trouve de plus en plus de producteurs qui en direct vendent leurs produits avec ces labels réels de terroir. Et il y a un succès fou dans les marchés. On dit que le petit commerce est en difficulté, mais les marchés vont très bien, parce que c'est là qu'on trouve les bons produits. Avec quand même, il faut dire que c'est moche de faire ci, de faire du faux jambon, etc. Pensez au prix aussi. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer du vrai jambon, puis qui sont peut-être contents d'avoir le goût du jambon moins cher en supermarché venant d'industriels. Il faut peut-être en penser aux deux et en défendant les petits producteurs, en défendant d'abord les petits producteurs. Voilà, mais si on leur fait pas croire que c'est le même, oui. Et si on leur explique que leur jambon n'a pas le goût d'un vrai jambon, voilà. Juste simplement, je dis que le combat il est perdu d'avance parce que les industriels, ils ont effectivement beaucoup de moyens pour faire passer leur lobby, toutes leurs règles, etc. Les petits artisans, les petits producteurs, ils sont emmerdés toute la journée avec ça de paperasse à fournir, des contrôles en permanence, des normes en permanence. Voilà. Ils sont tout seuls, si ils tu ne vas peuvent par là, pas. tu sais quoi, il y a de la paraffine dans le shit. Jean-Pierre Bernot, limiter la vitesse à 80 km/h, une mesure qui tient la route. Réponse après la pub dans la deuxième partie des Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Rebonsoir les Terriens du Dimanche, nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Bolling, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles William Golnadel. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Jean-Pierre Bernot. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure du zapping des Terriens.
Alors, chaque semaine, les terriens vous proposent désormais le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après. C'est tout con. Première vidéo, direction la Russie. My own life, got you out of my have been wasting too much time, gonna leave you far behind. Ça, Absatou, c'est pour vous. C'est pour vous parce que c'est faire greffer des dents sur les ongles. Et donc c'est pour moi. Ah oui. Bien sûr, parce que t'as les dents longues. Bah, vous êtes... Ah oui, mais c'est du nail art. Le nail art a toujours innové, il y a toujours des nouvelles idées, toujours des... Ouais. Le maquillage, on arrive à recréer des blessures, on arrive à créer des trucs absolument incroyables. L'illusion est parfaite. Donc s'ils ont envie de s'amuser, c'est juste une manière de montrer qu'on peut faire plein de choses. C'est pas pour te prêter une dent ou deux C'est ou pas trois. drôle quand la fille arrive avec ses dents à la place des ongles. T'as très peur pour tes parties. Ah non, c'est pas beau. Ça dépend si c'est pour te croquer. Non, mais la vraie question, c'est comment ces personnes se curent le nez. Parce que quand t'as... Au bout du doigt, comment tu... Ça passe pas, hein, ça va être compliqué. Non, mais c'est Mon Dieu. impressionnant quand même. Ah, tu vois, on a remonté le niveau, là. Non, mais c'est vrai que on peut tout faire, donc on peut faire n'importe quoi aussi. Ben voilà. Et maintenant, direction le Royaume-Uni. Chouette les maillots, Monia, non? Moi, je vais vous faire une confidence, c'est mon côté feu de l'amour. Je collectionne la vaisselle de Buckingham. Donc, Ouais. je ne rate aucune vaisselle des mariages. Et je suis tellement fan que je suis carrément allée visiter à Halcyon Days, qui est l'usine qui fabrique la vaisselle de Buckingham. Et c'est formidable parce que c'est une entreprise, c'est une petite usine avec 70 personnes. Et on n'imagine pas, parce qu'on imaginait que c'était du Made in China, mais c'est vraiment fait en Angleterre, la vaisselle de Buckingham. Mais ça Voilà, soigne, c'est hein, fan. tu sais, ces trucs-là. Non, mais j'adore. Mais moi, j'adorerais... enfin, Vous aimez la monarchie britannique? J'adore. Vous avez raison. Oh là là. Et elle n'est pas la seule, parce que quand on voit mais l'engouement autour de ce mariage, c'est absolument incroyable. Mais la fortune générée autour de tout cela, tout le business qui vit de ça. Ne serait-ce que 300 ça. millions de Bah. 300 Mais millions d'euros, franchement, c'est Thierry, incroyable. vous regardez ces maillots de bain, est-ce que vous pouvez encore croire que la monarchie apporte un tout petit peu de dignité et de... Je crois, ma chère amie, que l'engouement des Français pour la monarchie britannique est la vengeance de Louis XVI. En tout cas, vaut mieux la monarchie britannique que la monarchie présidentielle. Moi, je pense surtout où se situe le bouc roux du prince. Voilà. Oui, non, mais ils sont... On lui voudrait plus, Oui. on lui voudrait plus de barbichette. Et maintenant, direction le Kazakhstan. Absatou, c'est chaque fois pour vous. Est-ce que vous confieriez votre fille à cette infirmière? Moi, je suis pas du tout choquée par la méthode. La première fois que ma mère a donné le bain à mon bébé, j'ai eu peur. Parce qu'effectivement, il y a un massage qui est très tonique, on bouge l'enfant un peu dans tous les sens et tout, mais elle sait ce qu'elle fait et elle en a eu 8, on n'est pas mort. Hein. Ouais, Donc, bah, elle aussi, apparemment. voilà. Il paraît qu'il y a une infirmière encore plus prisée au Kazakhstan qui les jette contre les murs. Ah oui. Direction le Brésil.
It's so cool. Voilà. Ça, je supporte pas ces images. Ouais, moi, j'ai envie de m'envoyer en l'air, mais pas comme ça. Hein, Enfin, c'est quand même fascinant. c'est fascinant. Bon, enfin, c'est quand même dommage qu'il soit attaché. Oui. Ça perd. Oh, le salaud, toujours. Jean-Pierre, vous faites des trucs comme ça, un peu Ah non, bizarres. ça me terrorise. Moi, déjà, quand je glisse sur un gland dans mon jardin, je me pète le genou pendant un mois, donc... Non, mais comme disait l'inventeur des tampons, tout ne tient qu'à un fil. Et voilà. Direction la Suède. Et voilà une puce sous la peau. Est-ce que vous le feriez? Imaginez le matin, vous arrivez à TF1, vous devant votre badge et tout. Je trouve ça génial. On a des cartes partout, Voilà, on a des codes bah oui. partout, on sait plus où ils sont. On aurait une puce, on va partout et c'est tout. Je perds toujours tout et c'est quand même agréable quand même de se dire que tu peux voyager sans passeport, sans carte bleue, sans rien du tout. Il n'y a plus besoin de... Oui, ça veut dire t'arrives à la douane, tu fais ça. Voilà, Pardon, mais est-ce que vous avez conscience que déjà le passage de l'argent liquide à la carte bleue est un moyen de coercition absolument fabuleux, puisqu'en fait, le but est de petit à petit faire disparaître l'argent liquide pour pouvoir contrôler absolument tout, pour pouvoir d'ailleurs, comme à Chypre, en cas de souci, prendre directement sur les comptes en banque quand il faut renflouer. Et le stade ultime, c'est ça. Bon, attention, direction la France. Sculpteur de chocolat, c'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. C'est beau et c'est suggestif. Et chaque année, il y a le salon du chocolat. Moi, j'ai eu la chance d'être habillée en chocolat intégralement. Ils font un travail extraordinaire, des heures et des heures de travail pour nous sortir des sculptures. C'est très beau. Hein. C'est formidable, c'est un art. C'est pourquoi il faut mettre en avant l'artisanat. Et voilà. Sans s'en moquer, parce que c'est des gens... Et voilà, Natacha, voyez. Ah, Pour une fois qu'on est deux, et voilà, vous êtes deux. Mais toi aussi, tu as défilé en robe chocolat. Oui. Bien sûr. Il y a un autre... Tous les samedis avec Perico. Bon, attention, direction la Russie. Voilà, on ne sait pas à quoi c'est dû. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez ces reines. Je pense que c'est de l'exta, personnellement. Non, moi je pense qu'Absatou a fait la meilleure vanne et elle va la dire. C'est quoi ta vanne? Ils font le pèlerinage à la Mecque. Alors, tu peux te faire excommunier, hein, pour un truc comme ça. Il va y avoir des problèmes. Ah ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Je me désolidarise complètement de cette plaisanterie. Moi aussi. Ah oui, non, moi je suis Pas pas de d'accord. plaisanterie. Moi, J'étais j'étais très choqué. Bon, alors, n'empêche que l'histoire est très simple. Hein. Ouais. Ça peut être d'abord à la façon des poissons, des petits poissons, quand les thons ou les dauphins les attaquent. Eh ben, on voit très bien s'ils se mettent en rond comme ça en boule pour se protéger du prédateur. Mais moi, je ne crois pas trop à cette thèse. Moi, je crois simplement c'est que dans les grands froids, ils ont besoin de se réchauffer. C'est de la chaleur. C'est-à-dire, c'est de la chaleur et c'est un Elle mouvement crée la électrique, chaleur. etc. Ce qui est troublant par rapport à cette analyse que je viens de faire, c'est que en général, les plus faibles sont au milieu. En quoi c'est ça la fait troublant rire. Bah, c'est-à-dire ça peut être une forme de protection. Protège les petits. Cela étant, moi je vous signale, on l'oublie toujours, ce sont des animaux très joueurs.
c'est vrai des chèvres, c'est vrai des vaches. Les vaches, quand vous les emmenez, par exemple, au printemps, mais au printemps, il doit savoir ça, notre ami. Au printemps, j'ai jamais été au Eh printemps ben, avec elles les vaches, dansent, mais, elles jouent, elles dansent. Carrefour. Je parle pas des bœufs, quand ils sont sur leur petit clos, là, ils tournent vers le soir, l'été, ils jouent, les animaux jouent, et c'est ça que vous bouffez. Donc, vous savez pas. C'était le zapping des terriens. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre avec celle de Jean-Pierre Pernaut, notre invité fil rouge de ce soir. À l'heure où la limitation de vitesse à 80 km/h continue de diviser, Jean-Pierre Pernaut s'est demandé si cette mesure tenait la route. On regarde. Voilà, on est devant le panneau à 80 km/h, c'est celui-ci. C'est la règle stupide que veut imposer le gouvernement pour abaisser la limitation de vitesse en France sur 400 000 km de voirie. C'est quasiment l'intégralité des réseaux secondaires français. C'est tous ceux qui sont comme cette route, qui ne sont pas limités par un terre-plein central. Et je vais vous montrer que baisser la limitation de vitesse comme ça n'apporte rien. Oui, ça va remplir les caisses de l'État, mais les Français l'ont bien compris. Et c'est ça qui fait qu'on rejette cette mesure et qu'elle est purement scandaleuse. Venez voir, je vais vous montrer. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas. Il y a 37 départements, je crois, dont les conseils départementaux disent on aimerait dire notre mot sur les limitations de vitesse. Il y a des petites expérimentations qui ont été faites, à chaque fois elles ont montré que c'était efficace. Mais pas dans assez d'endroits, mais à chaque fois elles ont montré qu'on baissait la mortalité. C'est un peu contesté, ça. Que ce soit le bilan de notre association 40 millions d'automobilistes ou le bilan officiel de l'État, il marque bien une chose, c'est qu'en termes d'accidentalité, les chiffres ne sont pas bons. On note un accident mortel tous les 28,7 km pendant la phase de l'expérimentation à 80 km/h, alors qu'on est normalement à un accident tous les 202 km sur les autres routes à 90. Donc le résultat, il n'est pas bon. Et derrière, on voudrait comme ça imposer cette mesure à tout le reste de la France sans avoir de certitude, en sortant du chapeau comme ça un 80 km/h de nulle part qui devrait résoudre, selon le Premier ministre, tous les problèmes d'accident. Là, on n'est pas en train de sauver des vies. Hein. Là, bien sûr qu'on fait de l'argent. Donc ça, c'est ce qui va se passer en France dans quelques mois. Des camions, des véhicules bloqués derrière qui cherchent le moment où ils vont pouvoir dépasser, vitesse limitée à 80 km/h. Donc, on va dépasser à quel moment? Quand le camion ralentit, en côte, le moment où notre véhicule a le moins de puissance. Et c'est là que ça devient dangereux. Alors évidemment, il y a le 80 km/h, et puis il y a aussi tout un tas d'autres hérésies comme ça en France, avec certaines qui sont quand même assez incroyables. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Là, on est par exemple sur une route, on est sur l'axe qui relie la ville du Mans à Tours, et dans ce sens de circulation, vous voyez bien, la limitation c'est 90 km/h. Jusque-là, tout va bien, mais vous allez voir au retour qu'il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant. On pourrait croire que la limitation est à 90 comme à l'aller, eh bien non, c'est 70, et pourquoi? C'est parce qu'on a posé un radar en fait. Si ça c'est pas de l'incohérence, je sais pas ce que c'est. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid ou sinon... Alors vraiment Jean-Pierre, on a besoin de vous et on compte sur vous, on sait que vous nous soutenez parce que quand on voit tout ça, franchement, moi je vous le dis, hein, le 80 km/h, ça devrait être comme ça, interdit. Très bonne zone libre de Jean-Pierre Pernaut. Attends, moi je soutiens personne. Hein. Non mais attendez, vous êtes d'accord que 74% des Français sont contre? Oui, non, d'accord, moi je ne soutiens personne dans cette histoire. J'essaie de comprendre comme tout le monde. Je suis un automobiliste comme vous. Je roule beaucoup depuis plus longtemps que les plus jeunes d'entre vous. Et ce sont les incohérences de limitation de vitesse. Ce n'est pas les limitations de vitesse qui sont idiotes. On l'a souligné. C'est la géométrie 90 variable. dans un Ouais. sens, 70 dans l'autre, c'est un piège à fric. Il y a des autoroutes dans la région parisienne, 2 fois 4 voies à 70 km/h. Soit on est arrêté dans les bouchons, soit le soir on se fait flasher. Parce que 70, c'est une hérésie. 50 km/h à n'importe quel endroit, quand on met 50 à un endroit dangereux, on fait pas gaffe et c'est là qu'on se tue. Donc il faut faire comme les Allemands, mettre des limitations de vitesse là où il y a des dangers
et puis mettre des limitations de vitesse correspondant à la vitesse des gens Et puis ailleurs. surtout, Jean-Pierre, il y a 20 000 panneaux à remplacer. Ouais, ça va coûter ça coûte 10 cher, millions ouais. d'euros. Mais le président de C'est la des République a dit que quotas, ce serait à ça, titre c'est- expérimental. Donc c'est une expérience qui va coûter beaucoup d'argent pour Au 2 moins ans. 20 millions d'euros. Mais non, ce qui est bête, puis après on dit n'importe quoi quand on dit on va sauver 400 vies. C'est magnifique. Sur quoi on se base pour dire 400 vies? Ça signifie 10% des morts. Oui, 10% de morts en moins sur des études de 1988 quand les voitures n'étaient pas les mêmes, les cockpits n'étaient pas les mêmes, les freins n'étaient pas les mêmes, les amortisseurs n'étaient pas les Maintenant, mêmes. il y a Et- des trucs qui vous disent si vous approchez trop Oui. près de la voiture. En et plus après, du il y a plein de freinage trucs. automatique. Oui, mais enfin, Et ces attends, chiffres de 88, en fait, sont totalement obsolètes et prennent pour base ces 400 morts de moins. Ce serait magnifique, ce serait génial. Si Édouard Philippe pouvait dire vrai, ce serait formidable, mais ça signifierait que tous les morts de France se tuent tous en tapant dans un Oui. mur. Ouais. C'est faux. Ouais. Donc ça n'est pas vrai. Mais ils Ce se tuent chiffre- aussi en doublant, ce chiffre, alors c'est qu'ils n'ont pas de n'importe quoi. visibilité. Et Ouais. par exemple, il y a quand même beaucoup trop de routes, vous ne pouvez pas le dire le contraire, qui sont limitées à 90 km/h, et ça devrait être à 70. On le sait, on le voit, parce qu'il y a des virages partout, il n'y a pas de visibilité, il y a des chiens qui peuvent passer, des moutons, des petites choses. routes de montagne. C'est quand même, il y a beaucoup d'accidents. Les petites quand routes même. de montagne qui aujourd'hui sont à 90 vont être à 80. Quand on passe à plus de 50, on est mort. Et vous qui faites de la course automobile, vous avez déjà perdu des points? J'en ai perdu 2 récemment à la sortie de chez moi parce que le panneau qui permet de monter à plus de 50 km/h sur une route en pleine campagne, le panneau 70 de la route qui suit est 50 mètres après le panneau de sortie de village. Et le radar était là. Et j'ai été chopé à Et voilà, 52. c'est ça, c'est pour faire du blé, en fait. Bon, voilà, on m'a 52. arnaqué de 2 points. Et voilà, c'est une arnaque pure et simple. Ça n'a rien à voir avec la sécurité routière, ça, je peux le témoigner sur mes 2 points. La sécurité routière, c'est important. Il faudrait renforcer les limitations de vitesse, mais les mettre là où c'est dangereux. Donc, travailler, profiter de l'intérêt du gouvernement pour les limitations de vitesse, pour travailler là-dessus, avec les professionnels de la route, avec les gens dans les régions, et limiter là où il faut les vitesses. 50 km/h, c'est qu'on est presque arrêté. Le virage qui suit doit être dangereux. 50 km/h sur une ligne droite, ça n'a rien à voir avec la sécurité routière. Vous savez qu'il y a autre chose. L'idée d'avoir des voitures banalisées qui vous flashent a été contrecarrée par je ne sais pas quel conseil constitutionnel. Non, pas encore. C'est le gouvernement qui pense que la mesure est illégale et donc 40 millions d'automobilistes et des motards en colère demandent que ces voitures soient immédiatement interdites. Ah, voilà. C'est déjà testé en Normandie. D'accord, très bien. Natacha, et Si, parce ensuite... que les gens qui sont au volant ne sont pas assez remontés. Donc vous savez, c'est facile. Une route limitée à 90 km/h, pour faire un peu de chiffres, vous roulez à 85 avec une voiture banalisée, vous n'êtes pas assez remonté. Vous voulez faire du chiffre, vous roulez à 85, évidemment la personne qui vous double, elle monte à 98. Poum, ça fait gling. Ah là Et ça là, fait gling, l'arnaque. gling. Alors, Natacha, Je pense en effet qu'il y a un problème qui est un problème de qualité de conduite. Beaucoup de gens conduisent mal et c'est pas en faisant passer de 90 à 80 qu'on va régler le problème de ceux qui doublent sans visibilité, qui sont en effet les gens les plus dangereux. Donc il y a une question d'éducation. En revanche, quand on dit que mathématiquement, c'est ceux qui se plaignent ont tort parce que ça ne va rien changer à un temps de trajet sur 100 km, c'est quelques minutes, mais c'est pas vrai. Ça dépend de la configuration des routes. Regardez une route de montagne avec justement beaucoup de tournants. Vous imaginez un poids lourd, vous imaginez une caravane. Votre temps de trajet, puisque vous ne pouvez plus doubler, puisque vous êtes allongé. limité à la même vitesse que le camion, il est allongé de beaucoup plus Bien que sûr. quelques minutes. Et Bien là, sûr. vous allez avoir des mecs qui vont devenir dingues, qui vont doubler quand même n'importe comment. qui auront des accidents. Et deuxième chose, j'étais l'autre jour en Pays de Caux, et le maire du Bled me disait on a un virage, il est surnommé le virage de la mort. Pendant 20 ans, on avait un accident par mois et il y a eu 7 morts en tout sur ce virage. Pourquoi ? Parce que la route avait le dévers dans le mauvais sens. Donc tout le monde sortait. Voilà. Il s'est plaint à la DDE, mais pendant des années. Rien. On avait de quoi construire des ronds-points, ça, il n'y avait aucun problème. On avait de quoi faire des infrastructures fabuleuses, mais on ne changeait pas le tournant. Depuis, le tournant a enfin été refait. Il n'y a plus un seul accident. Et pourtant, il me disait, les gens roulent plus vite, mais il n'y a plus un seul la accident route est parce qu'il bien n'est pas faite, quoi. dangereux. Bah oui, oui. Donc il y a aussi des cas comme ça. Jean-Pierre de conclure, c'est sa zone libre. Jean-Pierre, vous pouvez Non, je conclure. pense que la sécurité routière, c'est quelque chose de sérieux. Qu'en France, on a pris le parti du tout répressif, qu'il faudrait améliorer la formation des conducteurs en expliquant aux gens que la voiture, c'est dangereux. C'est évident qu'une voiture qui roule est plus dangereuse qu'une voiture arrêtée. Et que c'est évident que plus on roule vite, plus c'est dangereux. Donc il faut apprendre à conduire. Moi, j'apprends à conduire sur circuit. Je pense que tout le monde devrait apprendre à conduire sur des circuits. C'est bête, ça coûterait de l'argent, mais ça coûterait moins d'argent que tous les morts et tous les blessés. Voilà. Merci Jean-Pierre. En France, et la France, c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent,
J'adore. Garrido, elle connaît Sardou par cœur. Jean-Pierre Pernaut, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que Régime présidentiel, la pièce que vous avez écrite étant tournée dans toute la France, elle se jouera le 25 mai à Mulhouse, le 17 juillet au Lavandou ou encore le 19 juillet à Mandelieu. On y retrouve Philippe Rizzoli et votre femme, Nathalie Marquet-Pernaut. Vous présentez toujours le JT, il n'y a pas de problème, ça marche toujours aussi bien. Et sur LCI, donc, vous êtes tous les dimanches au cœur des régions. Voilà, c'était la Paix de l'État du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du dimanche, nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Keshler, Franck Olivier Gisbert, Gilles William Goldnader. Et maintenant, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique, c'est le blind test de l'actu. Vous êtes prêts? Oui. Vous connaissez le principe, on écoute une chanson, etc. Et c'est Monia qui gagne. C'est raccourci. Attention, là, ça va être très, très, très facile. Musique. Meghan Markle. Oh, mais... Absa Toussi. C'est le mariage aussi en même temps. Mais c'est génial, hein. Ce n'est pas le mariage de Franz Olivier Gisbert. Ouais. Musique. Eurovision. Ah, Air France. Tom Vogt. Le Festival de Cannes. C'est un mec qui est mort. La grève. C'est le train là-bas, pour la SNCF. Laurent Guimier qui s'en va de Radio France. Koh-Lanta. Ah, Marseille. Marseille. Putain, deuxième indice. Quelle tristesse. Ah non, mais moi, je ne veux plus revenir sur cette histoire. C'est horrible. Musique. Aznavour. Le Ramadan. Le Ramadan. Le Ramadan. Début du Ramadan. Monia. Oh, quoi. Qu'est-ce que tu avais dit, toi? Non. Elle a dit Tariq Ramadan, moi j'ai dit Ramadan. Et c'est l'heure de manger à tous les musulmans, donc bon appétit. C'est pas encore. Musique. C'est pas encore. Mais non, mais ça après plus tard. Aznavour. Bah là, c'est la fin du film. Ah, Cannes. Je l'ai dit. Ah, tu m'as fait perdre le point. Elle a dit perdre le point. Il m'a fait perdre le point. Il faut dire un mot. Moi, j'ai dit une phrase, donc ça se finit pas. Du coup, Tu commences le début de la trop bien. Oui. Faut dire Cannes, Ramadan. C'est pas un jeu pour C'est pas une phrase. Absa Toussi est en tête, mesdames et messieurs. Musique. Morane. Ah bah c'est les impôts. Les impôts. Et bien voilà. Il y a 4 minutes. Très bien. Pour remplir sa déclaration d'impôt sur papier. Ouais, et en juin en ligne. Bon, attention, musique. Alors ça, c'est Macron qui parle à Merkel ou un truc comme ça, non? C'est Trump qui parle à... Pas du tout. C'est la Corée du Nord, non? Je donne un autre indice et vous avez intérêt à trouver musical. Ça. Le dictionnaire. Ouais. Natacha. Oh. Le petit Robert. Oh, La nouvelle édition du Larousse. Eh ben voilà. Dans lesquelles cette année, des nouveaux mots sont inclus. Donc il y a dégagisme qui rentre dans la Larousse. Elle était contente. Insoumis. Et fichier S. Je félicite les insoumis quand même qui marquent durablement la langue française et la culture en faisant entrer des mots comme ça dans la Larousse. Inventé l'insoumis. Non mais on fait. Pardon, c'était pas dans le dictionnaire. Cette acception-là d'insoumis, le mot insoumis était dans le dictionnaire, mais ils ont rajouté une définition. Et dégagisme, en revanche, n'était pas. Vous avez gagné au moins un combat. Ouais. Celui-là. Non mais
culturel, ça commence par là. Qui gagne cette semaine, alors? C'est Absatou, mais on félicite quand même... Absatou, si, ouais. Ton cadeau est à la maison. Moi, je quand gagne tu que vas des jeux où il n'y a rentrer, pas de cadeau. Tu as un très beau cadeau à la maison. Tu as tu le gagné sais. une carte de séjour. Tu sais ce que je veux Un bon cadeau. Non, mais moi, j'allais dire un truc plus romantique. Tu sais ce que c'est, mon cadeau? Un extrait de Purple Rain. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Bastion. Alors 15 jours, 15 Eh oui, jours 15 longs jours, oui. Voilà, que nous ne nous sommes pas vus, puisque la semaine dernière, c'était du best-of, c'est-à-dire qu'on a diffusé une de mes chroniques pendant 2 heures. 15 journées aussi longues qu'un concert d'Eddie de Pretto quand on n'a déjà pas trop le moral. 15 jours pendant lesquels chacun ici a vécu sa petite vie minable, parce que séparé des autres, donc sans but. Nous sommes unis comme les 3 doigts de la main d'un propriétaire de pitbull qui a voulu jouer avec son chien et un steak. Alors, 15 jours durant lesquels Raquel, notamment, a dansé avec un type de gauche en short. 2 critères rédhibitoires pour la plupart des gens, mais pas pour elle. Il y a de la musique, son corps dit à son cerveau, bébé, c'est moi qui prends le contrôle. Il y a eu la lambada, la soca, la salsa. Cet été, il y aura la garrida. Mais elle a aussi chanté. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, Voilà. ciao. Dans la rue, donc les gens lui ont donné des tickets resto. Après l'émission, on va tous au flunch. Alors, Bella Ciao, le chant de révolte italien qui célèbre les résistants de la Seconde Guerre et que le public désigne par le sobriquet de la chanson de la Casa des Papel que je kiffe trop. Oui, c'est ça. Alors Raquel l'avait déjà interprétée ici avec son crew. C'est sa chanson. Mais vous savez comment sont les gauchistes? Ils ne savent pas faire rentrer le blé, à part dans les kolkhozes il y a longtemps. Du coup, elle se les fait piquer par Maître Gims, le Alain Flelou noir, qui fait sa version de Bella Ciao en rap R&B variette. On pensait qu'il fallait tuer un enfant et donc aller en enfer pour avoir ça, mais même pas. On attend la fouine sur le temps des cerises. Alors Franz, lui, était au festival du livre de Nice, où il a servi de présentoir à Christian Estrosi. Il y a des gens qui ont une tête à claque, lui a une tête de gondole. Gilles William a fait un édito à la cool sur son canapé, affalé sur de gros coussins. Il a la vie de mon chat. Je suis sûr qu'il dort dans une caisse au pied du frigo et qu'il se lave avec la langue. Natacha aussi a fait un édito, mais sans coussin ni canapé, juste une chaise toute dure. C'est la version protestante de Goldnadel, avec une carte de France de pensionnat des années 50. Moi, j'ai bien écouté parce que je me suis dit, sinon, je vais prendre un coup de règle, elle va me démonter. Alors Absatou était à Cannes, le festival de la Schnouf. Au petit matin, une créature sur 2 est allée sur la plage. C'est un acteur en surdose, l'autre une méduse. Pour les distinguer, la méduse, c'est celle qui a le teint frais. Absatou a fait une soirée de bienfaisance contre le cancer, puisqu'elle est contre. Position partagée par 99% des Français. Les 1% restants étant cancérologues. Voilà. Donc c'était la droite, regardez, en queue de chenille. Voilà. Mais c'est bien. Voilà. Quant à Monia, rien sur elle depuis le 24 janvier, date à laquelle son compte Instagram a cessé d'émettre. Elle a écrit « Rendez-vous dans la vraie vie ». Maintenant, pour la liker, il faut lui jeter à la gueule un cœur en peluche gagné à la fête foraine. Mais ça veut dire quoi, la vraie vie? Je sais plus. Alors, j'ai rien fait sur vous, Thierry, parce que vous êtes le patron. Bien sûr, on se moque pas du patron. Vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est comme Macron, il se moque pas de Merkel, par exemple. Vous voyez, donc, justement, et le président Macron, notre petit champion, mais qu'a-t-il fait de ces 15 jours?
Eh bien, il est d'abord allé en Nouvelle-Calédonie, où il a planté un petit palmier. Aux États-Unis, il avait planté un chêne. Je pense qu'il va finir chez Truffaut. Puis on lui a mis des feuilles et des fleurs dans les cheveux. Si bien qu'il ressemblait au gosse de la pub Andros, mais en plus jeune. Le berger des fruits. Alors Macron, sur place, a tombé une senior locale en lui faisant le baise-main. Avec ses feuilles, la dame a eu l'impression que c'était la mascotte CTLM qui lui faisait du rentre-dedans. Elle lui a dit « Lâche-moi, bolos, j'en veux pas de tes sous ». Puis, elle a craqué, bien sûr. C'est l'effet Macron. Il vous baise la main, vous lui baisez la joue, il vous baise le nez, vous le prenez contre un mur. Alors, elle ne l'a plus lâché. Regardez, on dirait un mariage sur Koh-Lanta. Macron, c'est une femme dans chaque port. Il va finir à la fête des marins de Douarnenez à soigner sa blénorragie en s'aspergeant le bas-ventre de Chouchen. Oh, c'est très bien, Douarnenez. Il a ensuite assisté au sacre du PSG et a croisé Sarkozy, son sosie de rictus. Il ricane pareil, les dents dehors, le nez plissé. Macron n'a pas besoin de miroir, s'il veut se voir, il se plante devant Sarko. Bon, alors ensuite, il y a un nerf qui a dû claquer. Il est resté coincé avec cette tête pendant 4 heures. Puis, plus tard, Merkel lui a remis un prix, une grosse médaille. Autour du cou, on lui met des feuilles, une médaille, des pots de saucisson. Enfin, ce qu'on trouve, en fait. Quand il est à la neige, on lui accroche une bouteille de gnôle et il prend la place de Rex le Saint-Bernard. Alors, Merkel a bisouté notre Macron, bien sûr. Alors, vu de dos, bon, il paraît normal. Mais pris dans l'autre sens, on réalise qu'il fait la tête... On réalise qu'il fait la tête la moins rassurante depuis celle de Jack Nicholson dans Shining. Même Gérard Larcher, à l'approche du char des Rillettes du Mans sur le Tour de France, fait pas cette tranche. Enfin, notons que Macron fait son entrée au musée Grévin avec cette statue réalisée par un aveugle manchot qui a fait ça avec 3 doigts de pied. En fait, on dirait un minicum. Alors, la statue de Berlusconi, au moins, elle est réussie. Et les ministres, ils ont fait quoi? Eh bien, Marlène Schiappa a délocalisé son ministère en banlieue, à Trappes. C'est la première fois que Frédéric Lopez n'est pas présent sur le tournage d'un Rendez-vous en terre inconnue. Alors, elle a voulu entrer dans un bar tenu par des musulmans. Elle a dit bonjour. Ils ont répondu oui, mais non. Elle a dit au revoir. Bon, au moins, elle a pu retourner bosser au lieu de boire. Avec l'islam, ça tourne ce pays. Pas comme avec ces feignants de cathos qui végètent aux 35 heures. Christophe Castaner, sur un marché, a fait un selfie et il adore ça. Il a la même dépendance au selfie que Michel Polnareff à la brosse soufflante Babilis. Au point, regardez, de supplier la dame d'en refaire un avec le chien. Avec le chien, bon, c'est vous voulez. Voilà. En fait, il prend au selfie tout être vivant qui passe devant lui. Si Alain Souchon passe par là en pue la troue, il pose avec chaque mythe, une par une. Alors Gérard Collomb, lui, est allé voir les blessés de l'attentat de samedi à Paris, qui l'ont été par un barbare selon Castaner, un ennemi de la liberté selon Macron. Alors les termes djihadistes et terroristes n'existent plus. Le petit Robert, maintenant, barre des mots. Ennemi de la liberté, ça doit être un ami de la liberté qui s'est radicalisé. Laura Flessel, ministre des Sports, a rencontré Jack Lang qui lui a raconté son parcours professionnel. Au bout de 96 heures de récit, elle a demandé grâce. Puis Lang lui a montré où était la caméra, parce qu'il peut la détecter à l'odeur, tellement il aime ça. C'est comme un chien des douanes. Si un stagiaire de CNews passe à 4 km de son bureau, il a les oreilles qui pointent. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a foulé le tapis rouge à Cannes. Bon, les photographes qui crient les noms des stars, Sophie, Alain, Carole, ne savaient pas qui c'était, parce qu'ils sont comme nous. Donc ils ont crié « Hé, madame, à côté du barbu, là, ouh !» Puis Kristen Stewart est arrivée, donc ils sont partis. Enfin, Édouard Philippe, à Orléans, a lui croisé Hortense, une fan. Moi, je l'ai vu et j'ai dit j'espère que je le verrai. Eh ben, je suis là. Je suis contente. Voilà, son unique fan, qui a ensuite été interné. Elle partage sa chambre avec le fan d'Evangélie et celui de Jacques Cheminade. Allez, partons à gauche. Avec Éric Coquerel de la France Insoumise, qui, lors du blocage d'une fac, a pris de la lacrymo en pleine tête. On le voit ici en pleurs. On dirait Neymar si on l'obligeait à rouler en Fiat Tipo. Mais le même s'était déjà mangé il y a 15 jours une tarte à la crème. Son visage, c'est un chantier. Quand il entre dans un bar tabac, les types jouent aux fléchettes sur lui. Et le soir, sa femme s'assied directement sur sa face en criant « Fais-moi monter au ciel, mon gros loup !» Sinon, François Hollande, notre ex, a dédicacé son bouquin là, au centre
centre culturel Leclerc de Plérin, en Bretagne. Au vu de son bilan, au départ, il l'avait collé chez Lidl. Hein, mais il y avait promo sur les chips, et bon, il fallait faire de la place. Et ça a été la folie. Hein. Tout le public de la tournée H-Tendre est venu. Hollande, c'est pareil, hein, sauf qu'on n'est pas sur un bateau normal, mais sur le Titanic. Alors, il a assumé le fait d'être chez Leclerc. Écoutez. Aujourd'hui, je suis ici dans un espace culturel du centre Leclerc et je l'assume pleinement parce qu'il est très important d'aller à la rencontre des Français. Ah, voilà. Ouais, résistance, quoi. Résistance, c'est le Che Guevara de la galerie marchande, le Bolivar de la semaine du Blanc. Mais il a failli chanter Bella Ciao, hein. Et c'était l'hystérie. Il est sorti du Leclerc à 2h du matin, en même temps que les courgettes invendues. Un légume dont il partage le destin. Et le charisme. Non, le destin. Allez, partons à droite. Avec Christian Estrosi, maire de Nice, qui a reçu le prince Charles et Camilla chez lui. Il faisait beau, mais Camilla avait un parapluie. Réflexe d'anglaise, hein, même à Cancun en plein été, elle vient en ciré avec des bottes. Puis Estrosi a sorti ses meubles dans le jardin, tel un Romano. Et Camilla a écrit sur le livre d'or la phrase « Mais quelle est donc cette chose brillante et jaune dans le ciel qui fait chaud au corps ?» Alors Estrosi était là avec sa femme, hein, l'ex-chroniqueuse de Télématin, Laura du Web, passée en un an de William Lémergie et son haleine de café froid à des réceptions royales. Hein, Estrosi, c'est pas un mec, c'est un ascenseur social. Allez, un peu d'international. Avec Donald Trump, hein, qui est sorti de l'accord nucléaire avec les Iraniens, alors que Macron, il y a 15 jours, avait tout fait pour le faire changer d'avis. Il l'avait serré contre lui avait fait des bisous, l'avait touché tout partout. Enfin, c'était chaud. Il manquait plus que Kassab, c'était soirée Zouk-Love, quoi. Hein. Les filles dans les clips de rap américains, c'était Mireille Mathieu en culotte de fonte à côté. Mais la diplomatie de la séduction, on a appelé ça. Mais ça marche pas. Hein, Macron, il est beau, mais ça suffit pas. Hein, lui, c'est le moniteur de surf à collier en dents de requin qu'on se tape en juillet parce que c'est l'été et qu'on a fumé un bang, mais qu'on oublie en septembre une fois rentré en ville, avec juste comme souvenir un selfie et une EMST. Hein. Trump, il lui a dit ouais, c'est ça, bébé. Et après, il a fait ce qu'il voulait. Hein, forcément, Macron, c'est du sexe, mais c'est du sexe amateur. Et lui, Trump, il prend que des professionnels. Hein. Allez, enfin, un petit œil sur Cannes, le glamour. Alors, sur le tapis rouge, mais que de la star, on a vu la starlette Elena Lenina, habillée en robe virus du sida, hein, et coiffée en coton-tige. Alors, si elle vous ramène l'oreille avec ses cheveux, elle peut retirer 2,2 kg de cérumen. Mais aussi Isabelle Adjani, alors décrite ici comme rayonnante. Alors moi je veux bien, hein, mais si ça c'est rayonnante, je propose qu'on mette comme légende à cette photo, grosse ambiance à la soirée mousse. Voilà. Alors on a vu Kendall Jenner, une star pour jeunes qui s'est trompée d'adresse. Bon, elle cherchait le centre de mammographie. On l'a renvoyée sur le festival, bug de GPS sans doute. Nabila était là avec, regardez, une petite croix au-dessus de l'arrêt des fesses, un petit crucifix. Avec ça, aucun danger de se faire sodomiser par un vampire. Ah bah, c'est technique, mais c'est important. C'est pas con. Voilà. Les gens le font beaucoup en Transylvanie. Hein. Julie Gaillet était aussi au festival, seule, hein, puisque François, son compagnon, animait les 12 jours des prix records au Carrefour d'Antibes. Et il y avait enfin Estrosi et sa femme Laura, qui est passée des réveils à 4h du mat, payer une misère sur France 2, aux soirées déjantées sur la Croisette avec des stars. Estrosi, c'est même plus un ascenseur social, c'est une fusée Ariane. Épouse-moi, Christian, épouse-moi, salut. Merci. C'était Tanguy Bastureau. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Et maintenant, on va rejouer. La dernière fois, c'est Franck-Olivier Gisbert qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? Qui sera le Winnie de l'ourson? C'est le winner de l'actu. On se concentre. À quelle figure Emmanuel Macron a-t-il consacré son mémoire de DEA en philosophie? Rousseau, Machiavel, Platon ou Francis Lalanne? Machiavel. Machiavel, bravo.
C'est pas étonnant. Quand on voit comment il fait, on Ouais. sent qu'il a des lettres, ce garçon. Hein, ouais. Bon, attention. Quel record cet Américain de 64 ans vient-il de battre? Il a bu son 30 millième Coca-Cola. Il a mangé sa 30 millième glace au chocolat. Il a avalé son 30 millième Big Mac. Où il vient d'être reconnu comme le meilleur sosie au monde de John Lennon. Il a bu son 30 millième Coca-Cola. Ah bon. Bah oui. Sosie de John Lennon. Non. C'est la glace au chocolat. Big Mac alors, ouais, c'est ça. Il a avalé son 30e Big Mac. 30 millième. Le 31e Big Mac. Eh ben, le mec, il a gardé tous les tickets d'achat, toutes les factures. Ouais, t'as vu la gueule aussi? Et il est entré dans le Guinness Book des records. Bien, on continue. Qu'a fait un supporter turc interdit de stade pour parvenir à regarder le match de son équipe? Il s'est déguisé en mascotte du club. Il s'est fait passer pour un joueur remplaçant. Il a loué une grue où il a placé une caméra dans le ballon du match. Il a loué une grue. Oui. On la voit sur la télé, on la voit. Il fait de la peine. Je trouve que je lui inspire une Les certaine mecs, pitié. tous les jours de leur vie, défendent l'individualisme et le capitalisme, et quand il s'agit de gagner, là, ils font des coopérations. Mais non, mais je l'aide. Ça s'appelle l'empathie. Tu connais l'empathie. Non, c'est l'empathie. Tu me fais de la peine, t'es un pauvre miskin, donc je t'aide. Miskin. Attention, quelle est la particularité de Dolores Leis Antelo, une agricultrice espagnole de 40 ans qui vit à Cabana de Bergantiños, dans la province de la Coruña. Elle a épousé un taureau qu'elle a élevé dans sa ferme. Elle est une cousine éloignée de Raquel Garrido. Possible. Elle fait les meilleurs churros d'Espagne, où c'est le sosie de Donald Trump. C'est le sosie de Donald Trump. Absolument. C'est le sosie. Regardez. La photo est devenue virale, hein. La photo est partout. Elle ne ressemble pas, la pauvre. Mais elle ressemble Évidemment qu'elle absolument. ressemble. Non. Évidemment qu'elle ressemble. Qu'est-il arrivé à Dylan McWilliams, ce jeune homme de 20 ans? Il a été griffé par un ours baribal dans le Colorado. Il a été mordu par un serpent à sonnette dans l'Utah. Il s'est fait attaquer par un requin-tigre à Hawaï. Il a tout eu. Ouais. Ouais. Bravo. Bravo. C'est Monia qui gagne, ouais. Monia Cachemire. Mais, Thierry, mon vrai cadeau, ce serait d'avoir Didi de Chep Raleigh. Ah, j'adore cette chanson. Ah, Emma. Voilà, c'était l'Italien du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.